y était le 17 octobre. À Paris ? Ouais. Il a fini en prison ce soir-là. Il nous en a jamais parlé. C'est ma mère qui nous l'a dit après sa mort. Il ne voulait pas, en tant que natif français, que nous soyons haineux envers la France. Hello tout le monde. Ah, vous êtes là. J'ai le réflexe de regarder là. Hello tout le monde. Vous êtes dans CKR, épisode 57. Je suis Kevin Razi et vous écoutez le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. À mes côtés, à ma gauche, Dr H. Salut. Toujours là pour nous faire kiffer. Et on n'est que tous les deux. C'est pour ça qu'il n'y a pas une réal particulière. Gaëlle n'est pas là, elle va revenir tout à l'heure. Elle est au théâtre. Et ouais, elle a repris le théâtre, elle fait du théâtre à côté. Et Mourad Mokadem, le showrunner, doit être dans le chat ou autre. S'il nous voit, il nous a concocté la petite émission. J'ai même pas checké, hein. Ça va être Big Surprise. D'habitude, il faut que je regarde, normal, mais là, ça va être Big Surprise. Merci sur le chat d'être là. Et merci à vous tous. On va, comme d'habitude, lire dans un premier temps les commentaires. Et je vous remercie, hein, d'ailleurs, tous celles et ceux qui ont pris des abonnements, qui se sont réabonnés, comme Tounsi, j'ai vu. Merci 1000 fois, Frangin. Ça fait trop plaisir. Voilà, vous êtes au top. Il y a aussi J-Pocus. Non, franchement, c'est trop cool de soutenir. Et salut Tifia de la Martinique. Force à toi qui nous écoute de la Martinique. Soutien à fond. Bah ouais, soutien à fond, soutien inconditionnel. Attends, je me permets de bouger ton micro. Hop, c'est bon. Voilà, normalement, il est bien. tout bon. C'est cool. Il est tout bon. Avant de commencer, évidemment, on lit un petit peu les retours sur le dernier épisode qu'on a fait sur la Martinique. Enfin, il y en a qui réagissent sur d'autres choses, hein, parce qu'on n'a pas parlé que de ça. Alors, il y a PPI4223 qui dit... J'en fais ça parce que ça me sert strictement à rien, étant donné que j'entends pas nos voix. Voilà. Ça Donc, vraiment, j'ai fait le streamer nul. Alors, salut les gars, c'est Super Podcast que j'écoute depuis le début. Mes critiques constructives. Il faut vraiment faire quelque chose pour le rythme de pub sur YouTube, beaucoup trop élevé pour suivre sereinement. Plein de bonnes choses. Alors là, c'est pas nous. Et c'est pour ça, encore une fois, meilleur conseil que je puisse donner. Voilà. Vous laissez tourner ça sur tous vos navigateurs possibles et existants et allez sur Opera. Que ce soit sur téléphone, sur smartphone ou sur vos ordinateurs ou tablettes. Vous allez sur Opera. Il y a un désactivateur de pub. Hein. Des fois, il fonctionne pas tout le temps parce qu'il faut le mettre à jour, machin. Mais généralement, il fonctionne vraiment très, très, très bien. Et là, vous avez du 1h30. Ouais, de pur délice. De pur délice, d'émissions tranquilles. Il n'y a aucune pub qui vient. Mais par contre, faites tourner à la machine quand même, parce que c'est pour nous, en fait. Bah, ouais, voilà, c'est ça, c'est que ça nous soutient. À défaut de ne pas pouvoir nous participer à la cagnotte Litchi, il n'y a pas de souci. Ou alors de sub sur Twitch, bah voilà. On vous dit, on joue le jeu, vous jouez le jeu. Genre, vous mettez un adblock, mais en échange, vous laissez tourner l'épisode de côté. Il n'y a absolument aucune raison pour que vous subissiez ces pubs. Hein. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, non, mais c'est vraiment la bonne formule, la meilleure solution qu'on puisse trouver. Voilà, c'est ça. Nous, c'est le compromis. Voilà, nous et ça marche. Et ça marche. Voilà. Il y a Moaka qui KW Boy, qui dit salut, que la paix soit sur vous tous. Ivan Van Sertima, a écrit un livre sur la présence africaine en Amérique avant la traite européenne. The Came Before Columbus. Merci encore à toute l'équipe pour cette émission de qualité et merci à Tupac Amaru Hamza pour nous fournir cet océan de savoir et cette sainte flamme qui est l'âme de la révolution. Putain, ça fait plaisir. Bah ouais, je suis jaloux même de ton blast. Tupac Amaru Hamza, ça c'est stylé. Classe. Ça c'est stylé. Il y a Caroline qui dit la RAC en Martinique est une association représentant une partie du peuple et non un syndicat. Bravo à eux d'avoir initié ce mouvement contre la vie chère et d'avoir imposé que les tables rondes soient filmées, comme on dit chez nous, Tchembe Red Pamoli. Et ben si vous savez ce que ça veut dire dans le chat, merci et esta rosa. Dites-nous, mais en tout cas, force à vous, à Madinina. Il y a Laz qui dit incroyable épisode qui donne un nouveau souffle d'espoir pour tous ces peuples opprimés. Oh, ça fait plaisir. Bubs qui dit salam, déjà merci beaucoup à vous, grand respect Kevin Razi, je regardais tes sketchs notés à l'époque et je te retrouve dans cette petite émission intéressante, grand respect à toi d'avoir utilisé ta notoriété pour l'hygiène publique. J'adore l'expression, mais j'ai quelques questions à vous soumettre. Que pensez-vous de la radicalité politique? Quelles sont vos pensées sur le marxisme économique, théorie de la baisse tendancielle du profit, du taux de profit, fétichisation de la marchandise, ou sur le marxisme théorique, matérialisme historique, matérialisme dialectique, ainsi que sur les théories néo-communistes de Friot. Il veut tout savoir, le gars. Notamment salaire à vie, déjà le communiste.
c'est une bouteille à la mer, hein, mais j'aimerais bien vous écouter là-dessus. Le capitalisme est lié à toutes les oppressions actuelles de genre, de sexe, d'ethnie, économique, et c'est son fonctionnement normal. Le remettre en question me paraît primordial dans une optique de progrès humain. En tout cas, force à vous deux, bravo. C'est très puissant. Ouais, merci déjà, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et oui, le marxisme propose de manière générale une très belle grille d'analyse des phénomènes en cours, surtout justement liés au système occidental qui est dominant, en l'occurrence à travers le capitalisme, justement, entre autres, même s'il faut resituer le capitalisme dans une autre anthropologie, et ça c'est encore un autre sujet, je me ferai un plaisir d'en parler une autre fois, mais et par contre... les outils du marxisme ne sont pas suffisamment opérants par rapport à la question de la radicalité. C'est en cela que justement les analyses dites de l'anarchisme ou de l'anarcho-syndicalisme ancien, pas ce qui est un peu déclaré aujourd'hui. Non, je parle vraiment primordial, donc fin 19e, début 20e, avec les concepts de propagande par les faits d'Enrico Malatesta, ainsi que la littérature de Bakounine, Kropotkin, ainsi que les témoignages. Je ne sais pas s'il a pu écrire des trucs d'Urruti, et pas mal d'autres, une grande littérature en fait anarchiste. La radicalité anarchiste est, selon moi, hein, clairement, bien plus opérante et pertinente. Et y être fidèle, c'est aussi ne pas forcément faire exactement la même chose et penser penser la même chose. Mais par contre, avoir les mêmes réflexes, c'est-à-dire la même liberté conceptuelle de sortir des cadres et de trouver des solutions, les solutions adaptées. C'est pour ça que fondamentalement, par exemple, fondamentalement, les Gilets jaunes est un moment anarchiste. Et parce qu'il n'a pas besoin d'être défini comme tel, il n'a pas besoin d'être revendiqué comme tel, il n'a pas besoin d'être encadré conceptuellement comme tel. Il suffit en fait il est libertaire dans les faits, il est égalitaire dans les faits. D'ailleurs, spontanément, c'est-à-dire, et j'insiste, c'était même des personnes qui n'avaient pas forcément une éducation anarchiste ou une théorisation scolaire ou universitaire sur le sujet. Vraiment, je pense même que c'est carrément pas du tout le cas pour tous, hein, pour ce qu'on appelle les figures des Gilets jaunes. Parce que là aussi, on met des guillemets, parce qu'en fait, les Gilets jaunes, c'était des gens. C'est simplement les gens. Et il y a eu des figures, il y a eu des tentatives d'en faire des grandes figures, etc. Qu'est-ce qu'elles ont toutes fait, ces personnes-là? Elles ont dit, ah non, on n'est ni des leaders, ni des représentants, ni quoi que ce soit. Il y a eu vraiment beaucoup de tentatives. Et de fait, ça a conduit à rendre la chose puissante parce qu'on ne peut pas trouver de tête à couper. Parce que c'est ça, en fait. Quand on veut une tête, c'est parce qu'on veut la couper. Hein. Au début, on dit on va négocier. Non, c'est quand on la négocie, on la met entre quatre murs et ensuite on s'occupe d'elle. Et donc, c'est pour ça que voilà un peu, je l'ai fait un peu vite, hein, mais donc le marxisme théorique, qu'on appelle souvent l'analyse marxienne, est extrêmement intéressante et féconde de ce point de vue-là. Bernard Friot, c'est un de mes profs de toute façon, de toutes les manières, donc c'est pas compliqué. Je valide tout, voilà. Et mais voilà, reste après la vraie question de comment qu'on fait. Même la question du déjà là, c'est très intéressant, c'est pertinent. J'y souscris complètement. Mais voilà, j'avoue, je prêche beaucoup et j'insiste beaucoup sur la réhabilitation au vu d'un dépassement intelligent des grands principes et fondements de l'anarchisme révolutionnaire, ce qu'on appelle le communalisme révolutionnaire ou l'éducationalisme révolutionnaire. Voilà, là je le fais vite. Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre, c'est gentil. Il y a Aurida qui dit épisode magnifique, tellement riche, Dr H, ma bibliothèque va exploser. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Selma qui dit merci beaucoup, j'espère être lu au prochain épisode. Votre travail est super, cependant je pense que vous n'êtes pas assez révolutionnaire. J'étais un peu déçu d'entendre que vous étiez républicain et que vous défendiez le nouveau Front populaire. C'est les bases de cette société capitaliste qu'il faut remettre en question. Et même si cela en a l'air, le NFP ne le fait pas, et l'histoire le montre avec le Front populaire dès sa constitution, Mitterrand, etc. Il n'y a que la lutte des classes qui puisse libérer le prolétariat. Merci pour l'épisode sur l'affaire Pellico. Dr H, un grand, j'aime ta façon de parler. Dr H, un grand, pardon. J'aime ta façon de parler et merci d'avoir expliqué le loup et l'agneau, épisode précédent. Merci encore. Si. Oui, en plus le loup et l'agneau, c'est pas assez révolutionnaire. Alors, j'espère que vous êtes quand même au courant qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense. Hein. Ouais. pas encore, on n'a pas encore atteint le on n'a pas encore le fuck you money. Ouais. Voilà. Donc voilà. Mais bon, au fur et à mesure. Voilà. C'est après, littéralement, on a comment dire, Moi, je suis assez attaché parce que c'était pas mal, c'était un truc assez important dans mes études
et dans mes travaux, la question du pragmatisme que je défends scientifiquement, mais que je défends évidemment et encore plus politiquement. C'est là que je parlerai en fait qu'il y a des régimes de responsabilité et des régimes de situation, où en finale, il y a des situations où, parce que c'est devenu un mot très valise, très large, qui est déroutant. Il est intéressant, mais il est déroutant, le concept de révolutionnaire, de révolution. Voilà. Où en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire dans le sens, je fais exprès, hein, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce qu'il faut tout de suite faire tout sauter ? Est-ce qu'il faut commencer à mettre en place des assemblées, etc., etc. Et ce flou ne doit pas nous intimider, nous empêcher de penser, au contraire. Mais là où c'est intéressant, c'est que oui, je suis absolument d'accord sur le fait que de toutes les manières, la radicalité politique est essentielle. C'est vraiment un truc important. Et je pense que là où il y a un élément qui est essentiel, justement, c'est là que je reviens, c'est l'éducationnalisme révolutionnaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est aux personnes de prendre conscience de l'importance des luttes, des oppositions, des conflits d'intérêts, des interactions, comme je dis, fortes, pour comprendre en fait les enjeux de ce à quoi on est exposé et comment on va les déjouer. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est que les Gilets jaunes ont lancé un mouvement extrêmement intéressant, mais eux-mêmes, sans faire de paternalisme ou de tour d'ivoire, hein, mais eux-mêmes ne percevaient pas toute l'étendue du problème qu'ils soulevaient eux-mêmes. Et c'est pour ça que... Et là, par contre, je vais le dire très sincèrement, oui, il y a une faillite totale des partis qui se prétendent révolutionnaires ou de gauche, etc., qui n'ont pas mené une éducation populaire dans ce sens-là. Et effectivement, il y a une sorte de... je vais pas rentrer dans les intentions, mais il y a une forme de naïveté qui a consisté justement à croire au processus électoral pour toujours, en considérant de toute façon c'est l'alternance démocratique qui va faire qu'on arrivera à appuyer nos idées, comme par exemple justement la croyance selon laquelle on peut changer de constitution par un simple succès électoral. C'est mort. Ouais, non, c'est ça, complètement mort. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en définitive, en vérité, chaque Française et Français est au courant, et pas que, mais pour prendre le cas de notre pays, est au courant de la Révolution française. Mais ce qui est fou, c'est que non seulement personne n'en comprend réellement la portée, ni ce qui a été nécessaire pour la mener, et ce qu'elle a impliqué. Et donc forcément, on a une sorte de gap, on a un fossé entre l'idéal qu'on veut mettre sur place, qu'on veut poser et tout, l'idéal libertaire, l'idéal égalitaire, etc., d'émancipation, et la réalité, où en fait, on a littéralement une campagne de répression qui a consisté à systématiquement, autant que possible, éborgner des manifestants qui ne faisaient que faire valoir leur opinion et leurs idées, et tout ça au fin de... Et sans parler de plus de 1000 incarcérations de manifestants. Ouais. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont... Il y a Nafta dans le chat qui dit « Moi, j'aime pas trop... je suis pas toujours d'accord avec ce genre d'analyse parce que ça fait un peu le côté soit tout, soit rien, soit la révolution, soit rien. Je pense pas que ce soit sain et productif. Mais c'est vrai que... Je suis d'accord. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas les connaissances nécessaires. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait eu des changements de régime qui se soient faits sans grosses contraintes sur ceux qui étaient au pouvoir. C'est très rare. J'ai pas de... Non. En fait, bon, si tu veux, je le fais très vite, mais il faudrait que je retrouve les références. Mais parce que c'est le concept de l'éducation permanente. En quelque sorte, à partir du moment... Regarde, tu vas prendre un exemple très simple. Prenons un cadre d'hypothèse conceptuelle, on va faire ce qu'on appelle une expérience de pensée, qui est très, très claire. Ok. D'un point de vue concret, physique, mécanique, on pourrait, là, par exemple, organiser une grève générale. Ouais. Absolue, radicale. C'est-à-dire, en fait, que personne ne bouge de chez soi. On se fait un autoconfinement. On fait un autoconfinement. On essaie de faire un doodle, on multiplie les doodles à travers les réseaux sociaux, les WhatsApp, etc. Ça me plaît, ça. À tous nos potes, à tout ce que vous connaissez. Ouais. Et ah oui, principe très anarchiste. Tu forces personne. Tu dis, si tu as envie de venir, ça serait cool. Si tu veux pas de problème. Tranquille. Voilà, et on a fait un doodle. Ah bah là, en tout cas, nous, on est déjà une bonne cinquantaine à s'être dit, on va le faire. Et ainsi de suite.
Et attention, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu bosses au Uber, tu restes chez Watts. Tu bosses chez McDo, tu restes chez Watt. Tu bosses à Carrefour, tu restes chez Watt. Tu bosses en tant qu'ingé, tu restes chez Watt. T'es prof, tu restes chez Watt. Tes enfants, ils restent chez Watt. Tout le monde. Mais il faut se mettre d'accord. Et sincèrement, s'il faut qu'on prenne 1 an pour se mettre d'accord sur le moment de rendez-vous, alors attention, hein, là aussi, ça va pas forcément être facile parce qu'il va y avoir des menaces, des machins, etc. Ouais. Mais un jour, tout le monde débranche. Ouais, tout le monde débranche. Tu bouges pas la voiture un jour. Oui, on va sauter votre... Après, sincèrement, pour celles et ceux qui peuvent taper des arrêts maladie arbitraires, faites-vous plaisir. Ouais. Parce que moi, par contre, je suis contre, hein, moi, les grèves déclarées, etc. Moi, je suis complètement contre. Hein. Ah ouais, c'est de la domestication, il faut arrêter. Ouais, vous allez marcher de là à là. Voilà. Ça n'existe pas. Et c'est suffisant. Ça n'existe pas. Voilà, tranquillement. Là, tu vois. Et là, vous allez voir qu'en fait, un seul jour. Et au final, tu te dis, mais... alors déjà, faisons-le. Et franchement, alors, on va le voir dans les statistiques. Hein. Il y a des gens qui ne voudront pas le faire, mais ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on va voir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une véritable opposition entre le conformisme social, hein, où, en fait, et ça, c'est très important, les gens font ce que les gens font. C'est affreux, mais c'est d'une cruelle vérité. Hein, l'expérience, il y a plein d'expériences. L'expérience de H qui est la plus connue, mais ensuite, il y a eu toutes les déclinaisons des expériences en psychologie sociale. Tu sais, hein, une personne, elle rentre dans une salle d'attente, pour attendre, normalement je crois que c'était pour un médecin, et en fait il y a une sonnerie, d'un coup tout le monde se lève et se rassoit. Il y a à nouveau une sonnerie, tout le monde se lève et se rassoit. La personne qui vient d'arriver ne comprend pas ce qui se passe, au bout de 3-4 fois elle se lève, elle aussi avec tout le monde, elle se rassoit. Tout le monde fait ça jusqu'à passer, etc. Et en fait il y a tout le monde qui passe et il y a de nouveaux qui arrivent qui sont pas du tout au courant de l'expérience ni quoi que ce soit, alors que les premiers étaient des complices. La personne continue de se lever, les autres vont faire la même chose qu'elle, parce qu'ils se disent ça sonne. Et quand on a fait l'entretien pour dire madame, pourquoi vous avez fait ça? J'en ai aucune idée, parce que tout le monde le faisait. Et elle dit, je peux vous assurer que je me sentais très mal à ne pas le faire. Et tout de suite, quand j'ai commencé à faire comme tout le monde, je me suis senti bien. Donc en fait, vous voyez l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est qu'il y a un conformisme. Quelque part, il y a un truc réel, hein, il y a un conformisme de rien faire. Il y a un conformisme, faut pas que les choses changent. Ouais. Il y a un conformisme de... je veux pas dénoter. Il y a un conformisme de base. Il y a un conformisme, à 8h, je suis au boulot. Donc on pourrait détourner C'est ça l'idée. Hacker le truc pour hacker c'est ça, l'idée. Cette sauce. C'est simple de le formuler. Ouais, bien sûr. En réalité, c'est simple de le faire. Mais... Faut voir. Non, ce serait ouf, parce que imagine-toi même si demain, sur des métiers sensibles, je pense les pompiers ou infirmiers et tout, et qui disent... je vais pas venir demain. Ouais. Bah non, il y a des gens, il faut les soigner. Non, je vais pas venir. Bah en fait, là, la tension, tu sais, c'est le même truc que quand t'as un lumbago, là, tu te lèves d'un coup et clac, c'est foudroyant. Là, ça va être ça sur le système. Ça va être... là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Regarde les profs. C'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup aux profs. Pourtant, j'ai plein de collègues, d'amis, mais ils ont un pouvoir. Plus dedans, tu dis, moi j'ai pas. Oui, je suis plus. Non, je veux plus. Non, parce que c'est affreux. Non, mais et je soutiens à 10 000% les valeureuses et valeureux de ce métier qu'on noie dans l'ingratitude. C'est même pas. Et je reste très poli. Alors là, vraiment très poli. C'est scandaleux. Mais sincèrement, les profs ont le pouvoir de bloquer le pays. Mais plus que les camionneurs. Hein. Parce que. C'est ça, mais ils vont pas à l'école. Les enfants, ils restent à la maison. Alors. Et si les enfants, ils restent à la maison, ils font comment, les parents? Ah, c'est compliqué, hein? Ah bah oui, c'est compliqué, parce que pas tout le monde a mamie ou papy pour s'en occuper, ou quoi. Ouais. Et donc, mais en gros, tu vois, c'est pour ça que... Mais un truc massif. Faut enlever... C'est pour ça que, pareil, je comprends la pertinence relative qu'on peut estimer sur la lutte des classes, etc. Mais il n'y a plus de classe, là. Vous allez voir, en fait, on est dans une guerre atomique, là, c'est même plus une question de classe. On est sur un truc encore plus flippant, beaucoup plus flippant. Donc, littéralement, c'est ça. Tout le monde le fait. Mais quand je dis tout le monde le fait, tu sais que juste 10 millions. Juste 10 millions, tu vas faire tu vas sentir un calme, un coup de blizzard, là, du froid qui arrive. Et là, tu vas voir. Et ça, par exemple, première fois, on arrête la livraison d'armes à une entité qui est en train de faire un génocide innommable. Et après, tu vois, vous nous avez pas entendu la première fois? Bon, on va faire 3 jours pour voir. Et après se pose des questions. Oui, le salaire, machin, etc. Ça va, franchement, 3 jours de salaire, ça se rattrape assez vite. Hein. En vrai, vous savez comment on fait pour rattraper 3 jours de salaire? En fait, on consomme moins pendant 3 jours, voire 6 jours. C'est même plus, vous pouvez consommer moins pendant 2 semaines. C'est pas très grave. C'est pas méga grave.
Alors attention, moi je dis ça, c'est facile, parce que moi je suis pas astreint à un bureau, mais je l'ai déjà fait, je me suis bien amusé à le faire. C'est pas un problème. Donc, littéralement, c'est une action d'une puissance énorme. Là où c'est puissant, c'est qu'ensuite tu rajoutes une deuxième couche. Dans ce jour d'autoconfinement, on refait notre jour d'autoconfinement et on dit, jour d'autoconfinement, hop, il y a un visio, il y a un live, il y a un live Twitch. Venez, on va parler un petit peu, on va dire les termes. On va expliquer quelques bases sur l'oppression, le système de domination, l'aliénation, pourquoi le pouvoir est illégitime en lui-même et comment en fait, en réalité, c'est vous qui avez le pouvoir. La preuve, regardez, vous venez de le montrer. Parce que c'est vous qui faites vivre le pays depuis le début, de A à Z. Et qu'il y a des parasites dignes des pires parasites intestinaux qui sont là, en fait, dans les gouvernements qui sont en train de capter les richesses que vous produisez, que nous produisons, et qu'ensuite ils les mettent dans les poches de gens qui ne foutent rien, et qui ne servent à rien, et qui sont des nuisibles de la pire espèce, et qui sont là tranquillement, et qui ensuite se disent « Ah, on commence à se faire gauler, on commence à se faire griller, donc il faudrait qu'on provoque des guerres, pour comme ça les gens ils soient attentifs ailleurs, et même idéalement on les envoie au casse-pipe, parce que de toute façon ça sera jamais nous. » Voilà. Et c'est ça. Et tu conscientises, et là tu verras. Alors oui, et ben tout ça, ça s'appelle la manière douce. Pas mal. Écoute, dans le chat, ça discute beaucoup. Tu verras. Il y en a qui sont d'accord, d'autres pas du tout. Il y en a qui disent quand tu veux, docteur. D'autres qui disent ouais, se restreindre sur son loyer, son EDF qui augmente, etc. Ah, je sais pas à quoi il répondait. Ouais. Alors, dernier petit message avant d'attaquer les news HMD, parce qu'il y en a deux. Mélius Bordeaux en commentaire qui dit bonjour, alors pour la news HMD qu'on avait faite sur le dernier épisode, je vous trouve très paternaliste. On dirait vraiment que vous reprenez les mots du patriarcat tout en étant validiste, c'est décevant. Alors, désolé, c'était pas l'idée. Alors, je rappelle juste qu'on traitait de la news d'une mère adjointe atteinte de trisomie 21 qui officie depuis 15 ans dans la mairie d'une ville dans... Arras. Voilà, c'était une ville du Nord. Voilà. Et on trouvait ça cool. Et oui, et donc voilà, tu voulais répondre. Oui, moi je dis très clairement, ouais, mea culpa. Désolé, très sincèrement désolé pour... les formules maladroites que j'ai même moi-même pu employer et c'est intéressant parce que enfin moi ça m'a fait prendre conscience sur cette objection que bah ouais on fait pas, enfin si on peut faire attention tout le temps, mais parfois justement notre attention n'est pas outillée sur tel ou tel aspect. C'est en cela que c'est très utile de se courtoisement de se rappeler les choses et de se dire ah non mais ça se fait pas, ça se dit pas, etc. Donc ça c'est vachement positif et ça c'est important et d'autant plus que pour expliquer et certainement pas justifier, il y a un truc mais voilà, ça m'a fait prendre conscience d'un truc important. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, vous toutes et tous qui nous écoutez. Moi j'étais sur un logiciel. Je dis ça explique, hein, ça justifie rien. J'étais sur un logiciel où en fait le résumé a priori scientifique, voilà, qu'on disait à propos de la trisomie 21 était de dire que en fait c'est des personnes qui peuvent continuer de vieillir, donc 30, 40, 50 ans. Je ne sais pas s'ils arrivent à 50 ans, je ne sais pas par rapport à leur expérience de vie également, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais on disait, et je parle en université, hein, on dit, donc c'est certainement malheureux hein, qu'on dit ça, mais je vous rappelle, vous me dites si vous avez déjà entendu ça également, qu'en fait, il pouvait vieillir physiquement, mais à un moment donné, cognitivement, donc le développement cérébral, en fait, s'arrêtait en cours de route, c'est-à-dire à peu près, d'après ce qu'on m'avait appris, à peu près vers l'adolescence. Quasiment au stade de l'adolescence, et que le max, c'était quasiment en fait du 18-19 ans, avec une expression qui est très malheureuse aujourd'hui, qu'on utilisait également à l'époque, d'âge mental, qui d'ailleurs est une expression mauvaise. Hein. Elle est ni pertinente, ni rigoureuse, ni quoi que ce soit. Et donc, oui, effectivement, donc, j'ai envie de dire, j'ai grandi. Ouais, j'ai grandi avec cet imaginaire de personnes adultes avec un esprit d'enfant. Ouais. Tu vois, d'où clairement bien identifié le côté paternaliste vis-à-vis des personnes concernées par la trisomie 21. Sachant, je pense que vous le savez, il y a différents types de trisomie et ça pose question de deux choses. Alors donc, la science aujourd'hui, elle a démontré deux choses. La première, c'est que c'est beaucoup plus modéré qu'on le croyait et qu'on le faisait croire, que les décalages, en gros, à âge équivalent neurotypique et personnes atteintes de trisomie 21, en fait, on y retrouvait parfois quelques retards, mais très légers, voire au pire des cas modérés.
Donc rien qui puisse justifier effectivement une vision condescendante ou paternaliste, et qui puisse justifier qu'il soit évidemment discriminé de différents postes, fonctions, métiers, etc. etc. L'espérance de vie moyenne est de 60 ans, dit Morad, et certaines personnes vivent jusqu'à 80 ou 90 ans. D'accord, tu vois, c'est super intéressant. En tout cas, moi, ça m'a conduit aussi à introspection, c'est important, et de me plonger sur ce sujet-là, et aussi de quelque chose que je trouve qui n'est pas négligeable aussi, qui pose question. Justement, là j'ai envie de dire c'est de l'ultime validisme flippant, hein, si je puis dire. C'est le fait qu'on a tendance, et franchement c'est pas qu'un peu, à encourager les mamans à qui on détecterait, parce que c'est hypothétique, les tests ne sont pas super fiables, auxquels on détecterait la possibilité d'avoir un enfant atteint de trisomie 21, d'avorter. Ce qui, donc encore une fois, il faut bien le décorréler de la volonté d'une maman, d'une femme, de ne pas vouloir avoir d'enfant. C'est très décorrélé. Mais l'idée qu'il y a une femme, elle veut être maman, elle attend son enfant, et on apprend que son enfant est atteint de trisomie, pourrait être, parce qu'on ne peut pas le savoir, sauf si on fait un truc un peu dangereux, il me semble, on ne peut pas le savoir à 100%, eh bien, de lui dire, non, mais madame, ça serait bien d'avorter, parce que j'ai eu des témoignages de pas mal de proches à qui on a dit ça. C'est très compliqué, dans le sens, et je suis poli, on est aux limites de l'eugénisme là, parce que beaucoup de même chercheurs disaient, c'est pas une bonne chose parce que il y en aurait de moins en moins, mais du coup, on peut pas faire de recherche sérieuse en fait. Tout ça parce que on considère que il mériterait pas tellement de vivre. Et moi, ça par contre, j'avoue, jusqu'à présent, je comprends pas, parce que je peux comprendre évidemment le fait que quelqu'un puisse souffrir et encore une fois, il n'y a pas que la trisomie 21, parce qu'il y a des trisomies qui sont beaucoup plus complexes à gérer, qui sont même très, très lourdement handicapantes. Voilà. Mais de ce point de vue-là, tu vois, c'est le rapport à la souffrance, etc. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de se plonger dessus et de comprendre. Mais merci pour vos retours là-dessus. Voilà, mais à culpa, et on lit toujours les retours. C'est ultra important pour nous. Avant d'attaquer la petite news HMD, je voulais juste déjà remercier Eraman et E2TS. Qui nous ont sponsorisé. C'est le premier sponsor, donc c'est parrain. Même si il sera plus sponsor, même si il sera plus sponsor pendant un moment, on le citera toujours. C'est un bureau d'études et de conseil en ingénierie industrielle, pour vous dire. On a des sponsors de la haute, et surtout sur le Tipeee. Là, il y en a plein qui ont participé aujourd'hui. Je vous ai envoyé des petits messages pour vous remercier. J'essaie de le faire assez souvent. Désolé pour celles et ceux que j'ai oubliés, mais en tout cas, j'en profite pour vous remercier, parce que comme l'a dit Hamza, on n'a pas encore tout dit de ce qu'on pensait, évidemment. On attend d'avoir une certaine assise pour pouvoir se permettre d'aller encore plus loin. Et ça, vous nous permettez à chaque jour de le faire. Donc, en tout cas, ça nous fait vraiment grandement plaisir. Écoutez, ma foi, on va attaquer la petite news HMD. Que dis-je ? Les news HMD, car il y en a deux. Hamza qui nous écoute en live. Non, parce que je voulais vérifier, et c'est bien ce qui me semblait. Ouais. D'accord. Je n'ai pas je devrais renouveler mon abonnement aussi. Ah d'accord, faut que tu renouveles ton abonnement. Ça c'est bien. Il va falloir que tu le fasses. Alors la petite news HMD, c'est quoi ? On en a deux. Déjà, alors lundi 14 octobre à 14h45, les habitants de l'avenue Bugeaud, dans le 16e arrondissement de Paris, changeront officiellement d'adresse. La mairie de Paris a en effet décidé de redébaptiser cette voie, suivant une annonce faite en novembre 2023 par Anne Hidalgo, en raison du rôle éminemment néfaste joué par le maréchal Bugeaud. En Algérie, dans les années 1830-1840, il s'était rendu coupable de ce qui serait qualifié aujourd'hui de crime de guerre, soulignait la mairie. Gouverneur général de l'Algérie pendant les périodes coloniales, le maréchal Thomas Robert Bugeaud a en effet joué un rôle important dans la répression des mouvements de résistance algériens. C'est pas trop tôt. Ouais, voilà. C'est pas trop tôt. C'est là que vous comprenez. J'aimerais bien que, si tu veux rebaptiser ça l'avenue Gaston Monnerville, moi ça me va. Ou France Fanon. Encore mieux. Ah oui. Là, comme ça, tu fais le 180. Oui. Tu mets même France Ibrahim Fanon. France Ibrahim Fanon. Ça, c'est bien rigolo, ça. Je te jure. Donc voilà, c'est bien, parce que ce sera aussi le thème de tout à l'heure. On parlera d'Algérie du 17 octobre, comme c'est le jour. C'est le jour actuellement auquel on tourne cet épisode. Et donc, c'est pour commémorer 17 octobre 1961, un acte horrible
immonde de la part de la police de Papon. Ouais, la préfecture de police de Paris. Préfecture de police de Paris. C'est la même qui a éborgné les Gilets jaunes, tu vois, justement. Ouais, on va faire tout cet historique de la police qui avait lâchement et honteusement jeté des personnes d'origine algérienne dans la Seine pour les noyer. Alors, l'autre news HMD, parce qu'on est dans le good news, là, donc on va pas trop se... Voilà. À Strasbourg, des apprentis coiffeurs coiffent bénévolement des sans-abri avec leur enseignante. Ça, c'est trop bien. Belle échange de solidarité et d'empathie. En plus de les coiffer, ils leur apportent de la nourriture et des vêtements. Voilà. Ça, c'est trop bien. Franchement, ouais. C'est nice qu'ils fassent ça. Parce que c'est tout con, mais une coupe de cheveux, je vous jure que ça vous redonne un temps. Vous ressentez un peu plus de dignité. Oui, non, en fait, c'est surtout très positif pour l'estime de soi. Pour l'estime de soi, c'est essentiel parce que c'est quelque chose qui se perd malheureusement, surtout quand on est dans une immense précarité. Et sachant parfaitement le cercle parfaitement vicieux de précarité, dépression et abandon. En fait, il y a de l'abandon de soi-même, l'abandon de son hygiène, c'est terrible, c'est terrible. Quand tu te dis que des gens jugent, les gens se permettent de juger, mais on se rend pas compte. La vérité, on se rend vraiment pas compte. Tu vois, et quand on parlait justement, même quand on expliquait sur la question de la richesse, c'est que, évidemment, hein, on a parlé de l'importance de la valeur il y a autre chose que l'argent, etc. Mais c'est ça qui est très tragique, justement, c'est qu'on en soit réduit en quelque sorte à notre animalité, où en fait, on nous affame. En fait, on ne donne pas aux gens, aux uns et aux autres, les moyens de leur existence et de leur subsistance. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est et que j'en ai rien à péter, en fait, qu'on parle de mérite et tout, mais vraiment, c'est ça, va falloir se vacciner et se soigner contre ça. Hein. On a compris que ça, oui, c'est clair. Voilà. On passe aux médias, les petites news à partager entre amis, en famille, pour briller en société ou pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actu là ? Et on va découvrir en même temps que vous. Hein. Merci à TechWheels de s'être abonné. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On a, la Finul, là, les casques bleus de la Finul, donc c'est l'armée de l'ONU, ont de nouveau été visés par des tirs délibérés d'un tank israélien au Liban, endommageant leur tour. Le dernier tir avait fait des blessés. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait affirmé qu'il ne tolérerait pas que l'armée israélienne vise à nouveau délibérément la Finul. Morad dit: j'ai hâte que Macron fasse une déclaration à un pote qui va le raconter à sa femme, qui le racontera à la presse pour dire qu'il est vraiment pas content envers Netanyahou. C'est un peu ça, à chaque fois qu'on apprend des trucs un peu directs, c'est toujours indirect quand on les annonce. Et il y a Durand Loïc en commentaire qui dit: mais Macron avait averti Israël que cela ne devait pas se reproduire. Bon, bah du coup, ça s'est reproduit. Que va-t-il faire selon vous ? Faire la serpillière comme d'habitude ? Non, il va l'appeler à ce que ça ne se reproduise plus. Exactement. En lui disant: mais par contre, t'inquiète pas, mon petit chou, tu peux continuer. On va te livrer des armes défensives que tu pourras utiliser de manière offensive. Ouais. Parce que non, c'est des missiles de défense. Voilà. C'est pour tuer notre missile. C'est clairement pas pour tuer. C'est des missiles en moonwalk, en fait. Oui. Voilà, au lieu d'aller comme ça, ils font en arrière. C'est des missiles vraiment quand ils arrivent, hop s'ils voient un civil, ils se décalent. C'est ça, c'est connu. C'est connu. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est l'armée terroriste la plus morale au monde. Je te jure, non mais. Bref. Non, mais c'est en fait, c'est vraiment c'est pour ça que c'est très. Regarde, c'est intéressant l'information sur l'avenue du jour, parce que on est en 2024 et là on se dit il y a un assassin en fait qui a fait des crimes de guerre. Évidemment, il n'est pas le seul. Évidemment, il a fait ça sous des ordres, parce c'est pas une initiative personnelle, sinon ça serait un peu moins bien passé. Mais surtout de se dire on garde toujours son nom parce que c'est la mémoire, c'est l'histoire, c'est très bien. Et donc, parce que je crois que c'est la même chose pour l'IoT et tout, de se dire, donc 2024, ça a eu lieu en 1830. C'est-à-dire là, littéralement, on s'approche quasiment des 2 siècles quand même. 2 siècles de retard. Donc oui, que nous devions... Enfin, on doit retenir une chose de tout ça. C'est pas du tout facile d'être à l'heure au niveau de la résistance. C'est pas facile du tout. Clairement pas. Parce qu'en fait, t'es forcément pas simplement à l'heure, t'es trop en avance. Trop. Et c'est le principe avec la morale, en fait. Le drame, comme j'ai dit, du conformisme, le grand drame du conformisme, c'est que les gens se retrouvent à faire le bien parce que les gens font le bien. Et au final, à faire du mal parce que les gens font le mal.
Or, l'enjeu, pourtant, il semblerait évident. Alors, ça a l'air très enfantin quand je le dis comme ça, mais je suis très sérieux et en fait, il y a une grosse littérature là-dessus. Mais pourtant, il suffirait simplement de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et dans le sens, on fait des choses bonnes parce qu'on pense et on est certain que c'est bon. Et on évite de faire des choses mauvaises parce que, justement, on sait qu'elles sont mauvaises. Et c'est là qu'il y a une éducation dans les deux sens du terme. Une éducation dans le sens de l'information. Parfois, certaines personnes ne savent même pas que faire telle ou telle chose est une mauvaise chose. Et ensuite, il y a une éducation dans la détermination. C'est-à-dire comment tu cultives chez la personne la volonté de ne pas le faire et la volonté de faire. La volonté de faire ce qu'il faut faire et la volonté de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est vrai qu'il y a un peu ce cercle assez compliqué, où on a besoin, on a besoin des autres. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que il faut savoir être autonome dans la détermination de la vertu et du bien qu'on veut faire. Tu vois, moi, si je fais un truc bien, c'est parce que je pense qu'il faut que c'est bien. J'ai pas attendu que X ou Y me raconte ça. Mmh. Et en même temps, il y a cette nécessité que X, Y te soutiennent là-dessus. Mmh. Tu vois, tu dis non, mais non, c'est bien là, il faut le faire. Et donc tu vois, c'est ce fameux paradoxe entre autonomie essentielle et nécessaire et collectif et solidarité en quelque sorte, tu vois, d'être solidaire. C'est pour ça que quand on est sensible à une juste cause, s'il y a bien une chose qu'il faut savoir chasser, c'est la division. Tu vois, en gros, moi je m'en fous de comment pense telle ou telle personne, comment envisage le court, moyen et long terme de telle ou telle doctrine, telle manière de résister et de faire le bien. On le fait, les gars, on fait le bien. C'est une compète de bien. La seule compète que j'admets, c'est le bien. C'est pour faire le bien et la justice. Alors, on y va, on soit créatif, il n'y a aucun problème. Parce que le principal, c'est qu'à la fin, ça crée une émulation positive. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est que là, être aujourd'hui opposé à une entité qui sombre dans le terrorisme le plus infâme et qui est en train de faire un génocide qui va rentrer dans les livres d'histoire, hein. Ah, ça va être bizarre, hein, les livres d'histoire là-dessus. Hein. Ils vont être très, très, très bizarres, mais ils vont être là. Hein. Ouais, c'était en direct, tout le monde a vu. Ouais, c'était dans les réseaux sociaux. Il y a un humoriste que je connais, qui s'appelle Nam, qui a fait un post là-dessus. Lui, il est d'origine vietnamienne et il faisait le parallèle avec la colonisation qu'a vécu le Vietnam et qui s'est libéré face aux Français d'abord, puis après la guerre face aux Américains. Et il disait, c'est la photo de la fille au napalm, tout à fait. Qui avait un peu alerté la communauté internationale en se disant ouais, c'est chaud, etc. Et il disait je comprends pas en fait, parce que là on en a à foison des équivalents et ça a pas l'air de faire quoi que ce soit. Et il dit et dans 30 ou 40 ans, quand les gamins ils vont apprendre l'histoire, ils nous diront mais ça s'est vraiment passé. On leur dira ouais. Et puis ils nous demanderont mais qu'est-ce que vous avez fait? Bien sûr, ça c'est certain. Ah, c'est sûr, c'est dur, hein. C'est très dur. Hein. C'est très dur pour nous, mais après voilà, on fait ce qu'on peut, mais c'est surtout de se dire que voilà, il y a mais tu veux que je te rajoute un truc par rapport à ça? C'est ça que je reproche aussi à la manière avec laquelle, par trop de facilité, on présente l'histoire. C'est-à-dire le fait, par exemple, qu'il est évident que la résistance allait de soi, que les résistants étaient vaillants, ouais. et que en fait, limite en gros, il y avait une majorité silencieuse qui disait ouais, on est avec vous. Ouais. Non, c'est pas vrai du tout. C'était tout le contraire. On le voit là. C'était tout le contraire. Il fallait, mais oui, en France, littéralement, dans les années 40, si t'étais contre les nazis, tu te faisais arrêter pour terrorisme. Ouais. Et si juste t'avais le malheur d'abriter, d'avoir soigné un résistant. T'as soigné un résistant. T'as juste sauvé une vie. Hein. Apologie. Bien sûr. C'est l'équivalent, quoi. Mais tu pouvais aller en prison, tu pouvais aller dans des camps. Donc, en gros, c'était extrêmement inconfortable de vouloir résister, de vouloir s'opposer. Et puis pareil, hein, en novembre 54, en Algérie, c'était pas facile. Hein. Dans l'absolu, c'était pas tout le monde était d'accord. Même si on pourrait dire, oui, mais le peuple était quand même d'accord pour mettre fin à la colonisation. Ouais, mais justement, il y avait ce problème de, mais on fait comment? Comment ça doit se passer? Mais ça dure depuis super longtemps, ça fait depuis plus d'un siècle. Et puis quoi? Formule douce? Formule dure? Formule très dure? Comment on fait? À quel moment? Qui
Quoi? Non mais des fois t'as ce grand vertige des possibles. Et voilà. Non mais on va continuer sur le discours sur cette partie-là après, parce que je pense que ça va baigner aussi dans tout ce qu'on va toucher autour du 17 octobre. On continue les médias avec rien à voir. Là, c'est sur Kylian Mbappé. Je sais pas si tu avais entendu l'histoire. Non. Il était parti à Stockholm en Suède là, Louis. Il y a quelques jours. Alors ça avait fait un mini scandale parce qu'il avait dit qu'il allait pas en sélection, parce que là en ce moment les sélections internationales jouent, et lui du coup il a dit non, je joue pas. On pensait qu'il était blessé, mais non, en fait il a fait comprendre qu'il privilégiait le club et sa poursuite du Ballon d'Or, et que du coup il avait pas envie de faire trop de matchs à côté parce que en ce moment il y a beaucoup de matchs. D'accord. Donc on a vu qu'il était en soirée à Stockholm, donc là tout le monde était là, ah là là, ça abusait machin. Ok. Mais là le truc il va plus loin. Il est visé par une plainte pour viol en Suède. Oh. Et c'est le clan du joueur qui la filme. Au début, on n'était pas. Son nom, en fait, il n'est pas officiellement mentionné parce que la loi suédoise ne permet pas de divulguer l'identité d'un suspect que s'il est majeur et en détention provisoire depuis au moins 1 ou 2 semaines. Mais c'est pour ça. Si le viol du capitaine des Bleus est avéré, le code pénal suédois prévoit une peine de 6 ans de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans en cas de circonstances aggravantes ou être réduite à 3 ans selon la loi. Mais c'est lui qui est accusé ? Alors pendant 2 jours, on était sur un. Son nom n'a pas été mentionné, mais c'était quelqu'un de son clan, machin. Et là, depuis aujourd'hui, en fait, c'est bien lui, en fait, qui semble-t-il serait visé par cette plainte. Alors là, franchement. C'est grave. Hein. Alors là, franchement. C'est grave. Enfin, ouais. C'est grave de manière absolue, hein, de manière générale, mais moi, je l'aimais bien. Hein. Je l'aimais bien aussi. Son équipe gère tellement bien ses apparitions et son image que c'est étonnant que ça lui arrive à lui, dit Daisy. C'est vrai que moi je le voyais comme un petit de CR7, tu sais, genre discipline. Oui. Machin, hein. Donc là. C'est grave. Hein. C'est grave. Ah ouais, c'est putain. grave. En fait, tu sais quoi ? Parce qu'il y a une question même de modèle pour le coup, en fait. Aussi, non, mais en fait, moi, c'est ce que je disais, c'est que j'en discutais avec des amis, je disais, ce qui serait grave. En vérité, c'est horrible ce que je veux dire, hein. Mais ce serait grave que ce soit faux. Pourquoi ? Parce que tu te dis, ah mais merde, non, Mbappé, on veut... Parce que si c'est faux, et en fait, ce serait utilisé par tous les violeurs comme jurisprudence. Oui, de toute façon, ils n'ont même pas eu besoin de ça. Même sachant qu'ils n'ont pas eu besoin de ça. Mais là, tu vois, on commençait à pouvoir faire du name shaming, du machin. Et là, en fait, ça niquerait tout le travail qui a été fait, tu vois. Si c'est pour ça que je dis si c'est faux, mais malheureusement, je ne... Mais je vois pas pourquoi ça serait... Il y avait une réflexion, d'ailleurs, qui était même menée dans l'un des chats du Discord, que j'ai trouvé super intéressante. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pu y répondre, j'avais voulu, mais j'en suis désolé. Mais ça reviendra. Comme la note vocale, on sait pas de quoi je devais parler. Tu te souviens ? Mais en tout cas, il me semble que c'est Nafta qui avait soulevé ça. Et je suis vraiment d'accord avec cette ligne-là qui en fait, c'est l'un des arguments qui disait, par exemple, qu'il fallait éviter ça peut sembler paradoxal, hein, d'infliger une peine extrêmement lourde aux violeurs. Parce que, pour 2 raisons simples. La première, comme la grande majorité des cas de viol sont proches de personnes proches, les personnes proches ont trop de scrupules, de gêne, d'empêchement de se dire non, je vais le foutre en taux là. C'est chaud, tu vois. Donc tu vois, il y a ça. Et effectivement, de 2, plus tu fais sévère, en fait, ça crée un paradoxe de ils vont tout faire pour jamais reconnaître. Ah oui, tu vois. Et là, il y a une réflexion que je trouve très profonde et importante. C'est la question de qu'est-ce que nous attendons de la justice ? Qu'est-ce que nous attendons de tout ça ? Et ça, j'ouvre la fenêtre rapidement, mais on en reparlera une autre fois. Mais par contre, je veux qu'on en parle, qu'on pose les termes. C'est que, si tu veux, on a, en quelque sorte, on a 2 objectifs qui se bousculent par rapport à la question du viol. La réparation d'une injustice faite aux victimes, aux survivantes, qui est essentielle. Et dont la première, et c'est vrai que c'est pas la moindre, la reconnaissance de la réalité des faits. C'est bien souvent, et on le sait dans les schémas d'accompagnement psy sur cette question-là, c'est l'une des choses les plus essentielles qui soit.
qu'on arrive à dire c'est vrai, il vient de l'avouer cet enfoiré, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est le seul crime dont on remet systématiquement en question la parole de la victime. C'est vrai. C'est le seul. Tu sais, cambriolage, tout. Tu sais, le vol, ah ouais, ils sont passés par où ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Tu vois, tout de suite. Hein ? Mais ils avaient une certaine couleur, voilà. Alors que là, mais pourquoi vous mentez ? Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça de ce magnifique joueur et tout ? Juste parce que, je sais pas, peut-être parce que c'est vrai, en fait, tout simplement. Et donc, tu vois, il y a la question, la première des objectifs, c'est la réparation qui commence, juste qui commence par la reconnaissance pour la reconstruction. Et tu t'imagines, c'est le point de départ. Mais tu t'imagines être traumatisé par quelque chose dont personne ne veut te croire. Bah c'est ça, c'est moi, c'est ça qui me tue en fait. C'est tu sais l'histoire là donc dans laquelle j'ai témoigné qui va sortir sur Mediapart. L'histoire dont j'ai été témoin, c'était ce réalisateur acteur qui alors j'étais moi avec ma pote. On descendait les escaliers, lui il était en bas des escaliers devant une porte et en fait les gens passaient et au moment où c'était à son tour de passer à ma pote, il l'a bloqué avec son bras, il lui a dit non tu passes pas tant que tu m'embrasses pas. Et, magnifique. Non mais franchement. Donc ça s'est passé il y a 11 ans et donc je sais pas comment Mediapart m'a contacté parce qu'ils m'ont dit est-ce que t'avais vu des trucs ce jour-là machin parce que ta pote a témoigné, elle a raconté ça. Qu'elles étaient là, ouais. Donc moi j'ai raconté ce truc-là, j'ai dit moi le seul truc que j'ai vu c'était ça. Tout à fait. Et en allant faire le podcast de Camille et Justine, elles m'ont dit, j'en raconte cette histoire en off, elles m'ont dit, tu lui as dit à ta pote que t'avais témoigné et tout dans Mediapart et je lui ai dit non je l'ai pas dit. Elles me font franchement envoie-lui un message et dis-lui que t'as témoigné. Je te jure que tu vas voir comment ça va lui faire du bien de savoir que t'as témoigné. Je fais ah ouais. J'y avais pas pensé, tu vois. Et donc, j'envoie une petite note vocale. Je dis, ah, salut, ça va, machin, juste pour te dire, j'ai raconté cette histoire à Mediapart, tu te rappelles, machin, Et elle m'a envoyé une note vocale, elle m'a dit, mais Kevin, tu sais pas comment, mais je suis soulagé d'entendre quelqu'un d'autre que moi raconter cette histoire parce que pendant des années, j'ai cru que j'étais folle parce que j'avais l'impression que personne n'avait vu. Elle me dit, tu sais pas à quel point ça me fait plaisir et que ça me soulage. Et c'est pour ça qu'après j'ai accepté. Au début, quand il m'avait demandé si je voulais être à visage découvert ou pas, j'avais dit bon non, mettez pas mon nom. Et là, quand il m'a reposé la question, je me suis dit mais oui, si, mettez mon nom. Enfin, j'en ai rien à foutre. J'avais des restes encore de réflexes de mec du milieu. Non, j'ai pas envie. Mais en fait, pas les couilles. Alors, oui. Il est là notre game. En vrai, il est là. Donc là, la scène, ça me convient. C'est trop important ce que tu viens de raconter et ce que je trouve ça essentiel. Et tu vois justement sur la question, l'impérative responsabilité collective sur cette question. Ouais, c'est ça. Ça concerne tout le monde, mais tout le monde, vraiment tout le monde. Et on doit tous être des acteurs sur ce sujet. Et enfin, il y a un truc important. Et c'est là qu'on arrive sur le deuxième aspect. Comme je dis, le premier aspect, c'est c'est la reconnaissance des faits et du trauma et de la souffrance de la personne survivante. C'est essentiel pour sa reconstruction. Mais arrive le deuxième truc, comme je t'ai dit, qui se bouscule. Si tu veux, c'est un mélange entre l'aspect éducatif et rédemption. Parce que, justement, par exemple, ce que toi, t'as vu, c'est pas un viol. Non. Toi, t'as pas vu un viol. Mais justement, quand on explique depuis très longtemps, malheureusement, et qu'on continue, mais qu'il va bien falloir qu'on continue sur la question de la culture du viol, évidemment, cet agissement-là est clairement un élément fondamental de la culture du viol. Donc, il y a un enjeu à mener une vraie réflexion sur la gradation des peines dans une optique de réhabilitation et de rédemption. C'est-à-dire qu'au final, moi, ce que je veux, c'est que les mecs arrêtent de faire ça, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, comme l'option de tous les tuer, c'est pas très envisageable. Voilà. Un peu. C'est un peu compliqué. Bon, à part pour certains, visiblement, ils ont le droit de le faire. À Gaza. Voilà, apparemment, voilà. Mais sinon, plus sérieusement, comme c'est pas possible, mais très sérieusement, comme l'option non plus perpétuité éternelle, ça fera remplir les prisons, c'est tout, en fait, tu vois, avec un endroit qui va être ultra malsain par excellence. Il faut bien sortir aussi les hommes de cette merde. Et donc ça passe par des canaux et des cheminements de rédemption et de réhabilitation. Ça demande des efforts et des sous, mais c'est essentiel. Parce que, par exemple, pour moi, si on avait condamné la personne dès le premier truc que toi t'as vu, et qu'on mettait une peine logique entre, par exemple, la thune, tiens, casque un petit peu.
Parce qu'apparemment, la thune, ça fait vriller les gens. Ouais. Hein, quand tu leur dis, dis-moi, t'as combien sur ton compte? On va tout prendre. Quoi? Mais t'as juste fait quoi, pardon? Vas-y, redis-le. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ensuite en mettant, et maintenant tu vas faire tout un chemin d'éducation, de réhabilitation, tu vas témoigner devant les gens en disant, oui, j'étais un connard, j'ai fait ça et tout. Ouais, parce que le principe du shame, ça marche, hein, mais il faut que ça soit bien fait. Mais tout ça aussi permettrait déjà de rééquilibrer les choses en termes de stigmatisation des personnes victimes, ce qui est complètement délirant. Ouais. Et à un moment donné, parce que quand on est dans la honte, c'est très inconfortable. Et là, on préfère s'en soustraire. Et les gens finiront par s'éloigner de ça. Enfin, c'est une des préconisations, mais c'est un vrai problème. Non, mais c'est vrai. Bien vu. On va avancer un petit peu, parce que là, on s'est étalé sur les médias. Il y a très rapidement, parce qu'on a déjà parlé de la culture du viol, mais dans le même délire. P. Diddy est accusé d'avoir violé une femme avec une télécommande de télévision par vengeance après qu'elle ait dit qu'elle pensait qu'il avait quelque chose à voir avec le meurtre de Tupac Shakur. Il aurait également menacé de lui faire le sourire de l'ange en pointant un couteau sur son visage. Après l'avoir violé avec la télécommande, le rappeur aurait aspergé son corps de liquide, puis il l'aurait violé par voie anale avec l'aide de 2 hommes avant de la violer à nouveau par voie vaginale avec un autre homme. Une fois qu'elle a repris ses esprits, elle s'est enfuie et Diddy aurait déclaré être surpris de l'avoir marché après toute la drogue qu'il lui avait administrée, affirmant avoir donné assez de drogue pour tuer un cheval. Il lui aurait ensuite proposé de l'argent pour lui avoir dit qu'elle en parlerait à la police. Après lui avoir dit qu'elle en parlerait à la police. Refusant son offre, elle aurait été menacée de représailles contre sa famille et l'un des hommes de Diddy lui aurait montré un téléphone qui semblait diffuser en direct des vidéos de l'extérieur de la maison de sa sœur. Source TMZ. C'est fou de sentir, me dit Mourad, de se sentir tellement puissant qu'il t'autorise à faire des dégueulasseries comme ça. Pardon, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je le retire. Lui, c'est... Ouais. Lui, c'est une bassine d'acide. Ouais, on prend une piscine, sûrement une de ces nombreuses piscines, on remplace l'eau, on met de l'acide. Choisissez la formule la plus... C'est quoi, Mimomez, il a fait la meilleure vanne. Il a dit... P. Diddy, c'est un calendrier de l'Avent. Chaque jour, une nouvelle plante, toujours plus glauque que la veille. C'est la vérité. C'est ça. Ah non, mais c'est le calendrier du démon, en fait. Démon de Satan, mais vraiment. Par contre, franchement, je suis très premier degré. Hein. Je pense qu'il faut le soulager de son existence. Oui, là, c'est il souffre trop. Évidemment, il fait souffrir beaucoup de monde, on est d'accord. Beaucoup de monde aussi. Mais non, il souffre beaucoup trop. Faut le soulager. Il appelle à l'aide, en fait. Il demande que ça. Je crois qu'on comprend pas bien ce qu'il dit. Il demande que ça. Mais il transmet un message. Donc faut l'aider. Faut l'aider pour le garçon. Faut le délester. Faut le délester de ce truc en combat qui s'appelle l'existence. Ouais. Non, vraiment. Accessoirement de la manière la plus horrible qui soit. Parce que quand même. Diddy va surpasser R. Kelly dans la dégueulasserie. Mais je crois. Et encore, on n'a pas dans la compète, là, Netflix, ils ont dû recruter 20 scénaristes en plus. Non, mais là, ils ont pris un bâtiment même. Ouais. Non, mais c'est sûr. Les gars, là, en fait, c'est encore plus dur que prévu là d'écrire le truc. Donc en fait, on va faire 4 saisons, on va en faire 6. On sait plus là. On sait plus. Une saison de 30 épisodes même. Non, je te jure. En mode feu de l'amour, une saison de 200 épisodes. Parce que là, c'est horrible. Mais c'est vraiment. Mais voilà. Oui. Je me souviens que je sais pas où j'ai vu ça. Quelqu'un m'avait posé la question sur le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc oui, c'est une phrase d'un auteur italien qui n'est pas Machiavel. C'est également un auteur italien du siècle précédent ou suivant d'ailleurs sur la politique. Et moi, pour le moment, je dis pour le moment parce qu'il faut toujours évoluer, mais je pense que c'est faux. Je pense que le pouvoir ne corrompt pas. Je pense que que le pouvoir est la corruption. C'est de la corruption en elle-même. Et que, en gros, le pouvoir ne transforme personne parce que, en soi, c'est un fait de l'homme. Le pouvoir est un fait de l'homme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une naissance qui touche les personnes et qui, non. Et en vrai, encore une fois, c'est parce que ce serait presque, si vous voulez, c'est presque comme si je vous disais qu'un couteau corrompt son chef cuisinier. Bah non, en fait, non. Le couteau, c'est soit tu t'en sers bien, soit tu t'en sers mal. Mais par contre, le pouvoir, c'est pire parce que le pouvoir, c'est vraiment mal. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que, en gros, quand vous appelez le pouvoir ou la richesse ou la célébrité ou le charisme, par exemple dans les sphères religieuses, il y a aussi ça, c'est des trucs très flippants où t'as des milliers de personnes qui viennent autour et qui sont là. Tout ça, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Et c'est quoi la définition du pouvoir ? La définition du pouvoir, c'est lorsque l'équilibre entre responsabilité et bénéfice que les gens t'apportent, ou reconnaissance si vous voulez, effectivement, ça bascule. C'est-à-dire qu'en fait, tu touches des bénéfices, tu as de la reconnaissance, tu as des gratifications, etc. Et puis étrangement, là, les responsabilités, elles diminuent. Elles commencent à disparaître même. Et quand tu arrives à ça, ça s'appelle le pouvoir.
Et donc, fatalement, c'est mauvais. C'est totalement mauvais. Et donc, quand vous voyez des personnes monstrueuses comme il dit, alors, sans rentrer dans une essence du mal, etc., c'est que très mauvaise nouvelle, il y en a des milliers des P. Diddy, et que lorsqu'on s'attaque à la culture du viol, c'est à ça qu'on s'attaque. C'est-à-dire que vous comprenez ou pas? Quand vous voyez, par exemple, un gars fauché, paumé, qui fait un truc mauvais à une femme, d'accord? Et ben lui, en fait, comprenez, donnez-lui la fortune de P. Diddy, et vous verrez ce que ça va faire. Vous connaissez le truc? C'est ça. Et donc, c'est pour ça que, non, le pouvoir ne corrompt pas. Parce que ce clodo pardon de le dire comme ça, mais que vous voyez, que vous dites, il est méchant, il est mauvais, etc., eh ben, c'est Trump. Tout simplement. Et donc, c'est une personne qui, lorsqu'il a des milliards, ou elle a des milliards et une puissance, ben, elle va l'utiliser dans la ligne de ce qu'elle donc est. En fait, c'est pas l'argent qui l'amène à ça, c'est que l'argent augmente tes moyens, c'est tout. Ouais. Un poste ou un élément de direction, de gouvernance augmente ton aura et ta force de frappe. Et donc, des gens vont s'en servir de la manière la plus dégueulasse qui soit, et d'autres personnes peuvent s'en servir bien. Mais généralement, les personnes qui s'en servent bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles anéantissent le pouvoir pour ensuite en faire en sorte que ça se redistribue et que les gens en bénéficient. Et voilà. Donc, voilà. Et malheureusement, P. Diddy, il y en a des millions comme lui. C'est clair. C'est pour ça que, voilà. Désolé si vous entendez du bruit, c'est Mani qui est dans sa petite cabane et qui gratouille. Voilà, ça, à l'intérieur, il y a un grattoir. Très rapidement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, négocie avec des pays tels que l'Irak, le Kazakhstan et l'Égypte pour y renvoyer des étrangers qui ne peuvent pas être expulsés dans leur pays d'origine. C'est un malade mental. Ça s'appelle de la déportation, ni plus ni moins. Mais c'est un... Non, mais lui, là, vraiment... T'imagines si le Maroc, il faisait pareil, il décidait de renvoyer des Français dont elle voulait plus. Non, mais regarde le truc. Génie de la lampe. Écoute bien le génie de la lampe. Le gars, il est en train de dire, il y a des gens, j'arrive pas à m'en débarrasser parce que, j'ai du mal à m'en débarrasser, au QTF, ce que tu veux. Donc, je vais les traiter comme des hirsch, Je vais les envoyer dans un endroit où il y a l'état de droit, il est super flottant. Je dirais même c'est plus du parquet flottant, c'est que il y a plus rien. Et il y a étrangement une prolifération d'armes et d'idéologies flippantes. Il va aller là-bas, il va prendre et les armes et l'idéologie flippante. Et si même il n'y en avait pas une sur place, il va en développer une parce qu'il a le seum. Et puis, il va refaire le trajet à l'envers. Et après, il y a des gens méchants. Ouais. Ça s'appelle cultiver le terrorisme, ni plus ni moins, pour peu qu'il existe comme on le pense. Donc, en fait, c'est-à-dire que... c'est là que tu vois, et ça c'est une analyse justement marxiste sur le sujet, qu'en vrai, voilà la fabrique de la criminalité, voilà la fabrique du terrorisme, voilà la fabrique de la violence. Bien sûr, bien sûr. Tu prépares des gens, tu les mets mal, etc. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe simplement. En plus d'être nazi, il est débile. Bon, très rapidement, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Israël a encore bombardé une école à Gaza qui abritait des déplacés, faisant au moins 25 morts, la plupart étant des femmes et des enfants. C'est Al Jazeera qui nous informe de ça. Et évidemment, on salue les médias français qui en parlent en boucle. Et évidemment, tout ce que je dis est faux. On est Non, on est dans une médiocrité. Là, je vais faire une vidéo là-dessus. Comme je te dis, c'est pas de la médiocrité. Là, c'est de la complicité. La complicité. Et on se fait pendre pour ça. Tribunal de Nuremberg, pareil, encore une fois. Moi, je reste jurisprudence Nuremberg, les mecs. Ouais. À chaque fois, on me fera la tête, jurisprudence Nuremberg. Rien à battre. Parce qu'on est d'accord que quand t'as un pays quand t'as une classe dirigeante qui va dans la même direction que la majorité de la presse qu'il y a dans son pays, c'est qu'il y a un gros problème. Je ne parle plus de liberté et de démocratie. Ouais. Tout simplement. Donc, en fait, je pense que ça, c'est un bon indicateur quand tu veux savoir comment va la liberté d'expression et la démocratie dans ton pays. Bien sûr. Parce que les gens, ils sont mignons quand ils disent oui, c'est pas la Russie. Bah, si. En fait. Sauf que en Russie, c'est vraiment Poutine qui gouverne. Ouais. C'est pas Macron qui gouverne en France. Jon Stewart, il dit une chose, il faudrait que je le sorte dans la vidéo que je vais tourner. Je vous le tease maintenant, je vais faire une vidéo là-dessus, sur les médias, par rapport à mon spectacle, etc. Jon Stewart, et je vais conclure là-dessus. Jon Stewart, il disait, si la démocratie dans laquelle tu vis n'a pas les reins assez solides pour encaisser une vanne, c'est que c'est pas une démocratie. Nous, ça fait longtemps qu'on a dépassé ça. Ouais, on l'a vu, nous. La jurisprudence. Ouais. Les grandes gueules. Dans l'émission Les grandes gueules, il y a eu un débat sur la fin de saison 4 d'Emily in Paris de Netflix qui s'est terminé sur un dérapage d'un des chroniqueurs, Jean-Loup Bonamy. Il a déclaré
Pourquoi on ferait pas... En fait, ils étaient là en train de rigoler, tout ça. Pourquoi on ferait pas Emily ailleurs, genre, je sais pas moi, Emily in Kaboul, par exemple. Et lui, il a voulu faire de l'humour. Il a dit Emily in Kaboul, ça durait un jour. Hein. Emily in Kaboul, autant tourner à Trappes. Autant c'est la même chose. Waouh. C'est fabuleux. Le maire de Trappes, du coup, Ali Rabé, a tweeté combien de fois avez-vous mis les pieds à Trappes, bande d'ignards? Vos rires gras, pleins de dédain et de morgue n'insultent que vous-même. Ma ville est peuplée de travailleurs essentiels auxquels vous n'arrivez pas à la cheville de clown de plateau. Alors, c'est du. Ouais. Alors, premièrement, principe de base, je m'en bats littéralement les reins de Emily in Paris, parce que franchement j'en ai vraiment marre qu'on en fasse un sujet en fait. Jamais. Et en fait et j'assume le truc de j'ai pas regardé et je trouve que c'est de la merde. Voilà, comme ça c'est très parce que comme on dit il y a pas besoin de manger du caca pour comprendre que c'est pas bon c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est d'une et de deux en fait comme on dit, on identifie d'ailleurs précisément quelque chose de mauvais quand on voit des gens mauvais s'en galvaniser. Donc ça c'est déjà un indicateur intéressant. 2 3 Bon, si on avait encore des questions à se poser sur la qualité de la télévision française ou de ces radios, etc. Bon, là, j'ai envie de dire, vous comprenez, le truc là, on est plus là-dessus. Et ne pas oublier une chose essentielle, pour finir là-dessus. Il dit tous que beaucoup pensent très bas. Enfin, même pensent très haut aussi. Parce que là, on est sur du... Et pareil, là aussi, c'est tout le même procédé de la déshumanisation. C'est ça. Parce que, en gros, pourquoi Kaboul c'est comment ça existe... Qu'est-ce que tu es en train de sous-entendre, mon ami? Qu'est-ce que tu essaies de dire avec ton taux d'alcoolémie de merde? Qu'est-ce que tu essaies de dire, en fait, abruti? Dinguerie. Ouais, non, mais tu vois le truc, et puis en même temps, tu te dis, mais qui a foutu la merde à Kaboul? Pendant 20 ans, là, qui a foutu la merde là-bas? Qui l'a administré pour la libérer d'une démocratie immuable? Qui a fait ça? Voilà, donc c'est ça, tu vois, c'est la même chose, Enfin, bref, voilà. Totalement d'accord. Non, mais tu fais bien de le souligner. Los Americanos. On passe au no comment. Le no comment. Je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous mettez simplement des emojis. Vous connaissez la règle. D'ailleurs, hop, c'est parti. On passe en emoji directement dans le chat. Alors, première news. 10 Américains ont été affectés par un parasite rare, provoquant des séquelles irréversibles après avoir consommé de l'ours mal cuit. De l'ours mal cuit. Disney Plus augmente encore ses prix en France. Et enfin, Bruno Leleu, ancien responsable du RN, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral et sexuel envers son ancienne salariée. Allez, on passe au no comment. Et on passe au sujet principal. Et je pensais que son nom était une vanne. Leleu, non. Et harcèlement. Donc si vous voilà. Et pour par rapport au no comment sur Disney+, je vous tag Toons. Avec Toons, notre gars sûr, vous savez que les augmentations de Disney Plus ne seront plus votre problème. Sachez-le, voilà. Ajoutez-le. Tout souci que tu as sur la télé, il t'en débarrassera. Ouais, c'est ça. IPTV Master sur Snapchat. Faudrait qu'il m'explique sur Discord. Je crois qu'il est sur Discord. Faut qu'il me dise. Oui, sur Discord. Il est sur Discord. Aujourd'hui, 17 octobre 2024, nous fêtons donc un triste anniversaire. Celui de cet événement tragique où à Paris des Algériens qui manifestaient ont été jetés dans la Seine par le préfet de l'époque. C'était Papon ? Ouais, préfet de police Maurice Papon, qui a juste accessoirement déporté des milliers de gamins juste parce qu'ils étaient juifs. Attends, mais c'est quand ? C'est en 61 ? Mais il me semblait qu'on combattait le nazisme et que le nazisme c'est mal et que c'est affreux, plus jamais ça de tuer des juifs, c'est pas bien. Des juifs, oui, voilà. Mais ouais. c'était voilà, juste à ça. C'est ça. Plus je jamais veux que ça l'information, de tuer des juifs. Voilà.
Par contre, les autres, non, laissez-nous un peu de marge quand même. Un peu de marge là. Parce sinon, que, on fait comment vous n'allez pas nous retirer tous nos. Hein toutes nos disquettes quand même. Ouais, si vous retirez tout le terrain de jeu, comment on fait? Et tous les agents, et pour les agents qui n'ont pas été jetés dans la Seine, parce que y a ça aussi. Ça va, c'était quoi? C'est une manifestation? Ouais, il y avait une mobilisation, une manifestation, parce que effectivement, on est en pleine guerre d'Algérie, c'est-à-dire en pleine guerre d'indépendance. Brave et merveilleuse du peuple algérien qui se soulève contre son oppresseur. Et c'est toujours extrêmement dur et coûteux. Hein. On estime à 1 million et demi de martyrs. Certains historiens, Stora, lui, il diminue un petit peu, mais moi, Pourquoi c'est vrai que Nafta pose une bonne question. Alors déjà, il y a Freshin qui dit lisez le théorème de la Hogra. De Rigoust. Vous allez ouvrir les yeux sur ce massacre. Merci beaucoup pour la lecture. Et Nafta qui dit pourquoi De Gaulle a gardé autant de collabos si il se disait résistant. Parce que résistant à quoi? C'est une très bonne question. Hein. Allô, très bonne question. Résistant à l'électricité, on ne sait pas. Résistant au carbone, voilà. On ne sait pas. Non mais c'est vrai. Hein. Bah oui. Ah mais c'est là c'était tout à l'heure j'avais ouvert un bouquin ça s'appelle Histoire noire, ou Noires histoires, d'un auteur afro-américain, journaliste, qui prenait un extrait sur Lincoln, Abraham Lincoln. Et t'avais Lincoln qui disait ah non mais moi mon problème c'est pas l'esclavage. Hein. Ah mais moi je m'en bats les couilles, mais vraiment littéralement. Non mais c'est ce qu'il dit. Ah mais moi je m'en fous. Si on peut maintenir l'esclavage et maintenir l'union, je maintiens les deux avec plaisir. Si par contre je dois sacrifier l'esclavage pour maintenir l'union, ok, je sacrifie l'esclavage. D'accord. Mais je m'en bats les couilles. C'est-à-dire là, littéralement, tu vois. Donc oui, en fait, vous voyez, c'est super intéressant. Et Aimé Césaire l'avait bien dit que la seule préoccupation visiblement des blancs européens pendant de ceux qui sont au pouvoir, hein, bien entendu, parce que il y a des gens vrais dans le peuple. Par contre, tu vois, c'est pour ça moi je retiens bien et j'aime beaucoup l'histoire des frères Manoukian. Donc ces résistants franco-arméniens qui ont été des vrais résistants et qui eux justement se battaient contre une oppression. Et eux c'était des vrais chacals, tu vois, pour de vrai. C'est pour ça qu'on a mis aussi super longtemps à faire une rue, une place, et en plus truc d'hypocrite. Hein, d'ailleurs, le lycée qui est à 500 mètres à côté de là où on est là, j'ai vu qu'il maintenant il s'appelait lycée André et Manou et sa femme, c'est sa femme ou sa sœur. Mais c'est Missak, non, lycée Missak et Manouche. Manoukian, en fait, parce que non, en fait, il y avait des frères, c'est des frères en fait, il y avait des frères. Ah, mais non, si je dis pas de bêtises. Mais après, peut-être que, mais moi, c'est ce que mes souvenirs, j'avoue, j'ai fait un peu l'impasse. Missak et Méliné Manoukian. Voilà, ok. Et Méliné Manoukian, c'est pas son frère. Attends, Méliné Manoukian. C'était qui? Peut-être que moi j'ai retenu les frères, mais en fait c'était frères et sœurs. C'est vrai que peut-être qu'on a encore ce problème avec le genre, ce qui pose un problème. C'est une immigrée résistante d'origine arménienne, veuve du héros, Missak Manoukian. Ah, donc c'était l'épouse, ok, hyper classe. Et c'est ça, mais tu vois, du héros. Biographe. Ouais. Oui, voilà. Du héros, j'invite tout le monde à lire comment il travaillait, Manoukian. Ouais. Ce qu'il faisait, ce bonhomme. et sa femme merveilleuse, mais vraiment. Ah non, mais c'était des petits colis, hein. Colis, voilà. Tiens. Ah, mais c'est un bar. Oui, mais il y a des civils. À la guerre comme à la guerre, hein, comme dirait l'autre. Et donc, justement, et oui, donc Nafta pose une excellente question, c'est qu'en fait, résistant, rien du tout. C'est résistant, moi je veux mon poste, je veux mon bureau et tout, je veux mon gouvernement, machin, je veux mon ministère. Mais pourquoi c'est les nazis qui prennent notre place? C'est tout, en fait. C'est aussi simple que ça. J'oserais presque dire que alors, il y avait des vrais résistants en France, parce qu'il y avait les résistants de Samsoul, que ce soit les Allemands qui prennent notre place, et puis il y avait les résistants de non, c'est une oppression, c'est le nazisme, et toutes ces formes, colonialisme, etc., qu'il faut combattre, tu vois. Les Manoukians faisaient partie, parce qu'ils étaient très politisés, et ce n'étaient pas les seuls. Donc oui, en fait, en gros, c'est là que tu vois un truc très... Mais c'est ça qui est super important. C'est que mes papons n'a pas été inquiétés. Ce n'est que à la fin de sa vie qu'on se dit « Ah, et en fait, on devrait pas faire un procès à ce mec ? Ah, mais oui, vous avez raison, mais il va mourir dans 2 jours. Bon, mieux vaut tard que jamais. Hein, voilà, histoire de... » Mais vraiment, c'est ce qu'on a fait. Et c'est là que tu vois le foutage de gueule. Mais là, on parle même plus d'hypocrisie. Là, les gars, ils te regardent et font « Ah non, mais j'en ai rien à foutre de vous. Ah, l'Algérie, j'en ai rien à foutre. En vrai, le génocide des Juifs, mais j'en ai rien à foutre aussi.
C'est juste que là, on s'est fait prendre un peu la main dans le sac. Donc là, on va officiellement dire oui, commémoration, tout ça. On n'a jamais oublié, tout ça. Puis si on peut faire un billet. Bref. Mais sinon, mais on s'en fout, en fait. Parce que tu vois, c'est ça le cynisme absolu. C'est qu'au final, ce n'est pas pour l'humain qu'on se bat. C'est simplement pour des considérations politiques et politiciennes et pour des petits intérêts particuliers. Mais alors que des personnalités comme Manoukian et plein d'autres, quand ils sont battus, c'est l'humain. J'aime beaucoup la fin. Il écrit une lettre avant de se faire condamner, avant de se faire exécuter. Parce qu'il s'est exécuté parce que c'était un terroriste. Bah oui, il y a des affiches partout. Hein. Le terroriste, retrouver le terroriste, etc. Ah bah oui. Hein. Ah bah dis donc, c'est un sacré pédigré. Et regarde ce qu'il écrit. C'est ça que je trouve puissant. Il dit j'ai mené une action, je dis en substance, hein, j'ai mené une action afin de libérer le peuple français, mais aussi les peuples européens et tous les peuples humains de cette oppression fasciste et nazie. Il dit je n'ai sans relâche cherché à combattre en fait justement tous les occupants. Mais je n'ai, de ce point de vue-là, par contre, aucune haine envers le peuple allemand. Et tu vois, en fait, tu te dis, mais pourquoi il était obligé de dire ça ? Ouais, pourquoi ? Alors qu'il va se faire exécuter. C'est que là, en fait, il veut souligner, selon moi, toute l'humanité de sa démarche, confrontée à toute l'inhumanité de ceux qu'il combat. Et qu'en fin de compte, l'enjeu, c'est justement de ne pas perdre de vue pourquoi on se bat et à quelle fin on est en train de se battre, même quand on est dans la résistance, etc. Nous, c'est l'être humain qu'on veut sauver, tu vois. Et donc, l'objectif, c'est que moi, en quelque sorte, je m'en fous, en fait, de quelle est l'origine, l'ethnie, la confession, la couleur, l'orientation, l'identité, ce que tu veux, de la personne qui se fait opprimer. Je me bats pour la libérer, quoi qu'il en coûte. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est la même chose. Et quel que soit l'oppresseur, si c'est mon cousin, mon frère, mon voisin, je m'en bats les steaks. Vraiment, je me battrai contre lui. Je me retournerai contre lui si c'est même quelqu'un de mon sang. Parce que l'enjeu principal, c'est une question de justice. Et c'est ça l'expression même de la justice immuable. Et donc Papon, qui ordonne ça, c'est un ordre de la police. C'est lui qui envoie tous les CRS, etc. Il fait une répression ignoble, donc il balance des gens dans la Seine, c'est ignoble. Mais il ne s'arrête pas là. Il en arrête des centaines et des milliers. Et il les amène dans un gymnase. Et toute la nuit, il les tabasse. Toute la nuit. Ordre de les tabasser. Toute la nuit. Tu vois ? Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça s'est fait sous la République française. On est même dans la 5e République. Ouais. Et ça permet aussi de comprendre une chose essentielle. Tu vois ? Et c'est pour ça que c'est toujours de la gerbe. Toute la vision RN, FN, zémouriste de merde. C'est que, concrètement, en gros, là, ce qu'on a fait aux Gilets jaunes, ce qu'on a fait aux Algériens, et même pour certains franco-algériens, le 17 octobre 61, c'est toujours la même logique. Le pouvoir, en réalité, n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Non, le pouvoir est aveugle et brutal sans aucune pitié. Et qu'en définitive, s'il veut sauver ses miches, il est prêt absolument à tout. Et ne pas comprendre ça, et c'est pour ça que quand je retourne l'oppression du colonialiste français comme le colonialiste américain ou britannique ou israélien, mais moi en fait je m'en fous en fait de sa couleur et de son origine et de son pédigré, je m'en bats les steaks, c'est qu'il est colonialiste en fait. Et s'il a une autre origine, ça rentre même pas en ligne de compte. Et c'est ça qui est essentiel, c'est de comprendre que on a cultivé une forme d'hypocrisie en disant que c'est bon, on a résolu le problème, c'est la démocratie des droits de l'homme qui gouverne, c'est les Nations Unies, c'est l'UNESCO, c'est l'UNICEF, tu vois, c'est les droits de l'enfant, etc. Mais en fait, non. Parce que, concrètement, on n'a pas réellement tapé sur les doigts des criminels. Et c'est pour ça que tu te souviens que quand je t'avais dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est nazi versus nazi. C'est tout. C'est nazi rouge versus nazi marron, si tu veux. Mais c'est tous des nazis. C'est tout, c'est vraiment tous des nazis. Hitler, il n'était pas subversif, il était juste un peu foufou. C'est juste qu'il a décidé de le faire sur des gens qui n'étaient pas noirs et... Exactement. Et algériens ou indochinois. Et lointains, voilà, ou asiatiques. Exactement. Mais là, il s'est dit non, moi je vais le faire là sur un peuple qui vit en Europe, qui est blanc. Mais quand il a euthanasié des personnes en situation de handicap, il n'y a pas eu un article qui disait c'est pas bien ce qu'il fait. Quand il a commencé à interner des homosexuels, tu sais pourquoi on n'a rien dit? Mais parce que la plupart des codes pénaux des pays occidentaux, c'était un crime. Ouais.
Et quand il a commencé à toucher les tziganes, bon, le tzigane, tout le monde s'en fout. Voilà, ils s'en foutaient. D'ailleurs, on continue de s'en foutre. Ouais. Donc, c'est absolument grave. Et là, mais en vrai, pareil, hein. Quand il a commencé à déporter des juifs, même la France y a participé. Donc, à un moment donné, après, oui hein, il dit c'est Vichy. Bah ouais, mais bon, c'est Vichy. Il a eu une décoration vichiste, François Mitterrand, quand même. Et puis Le Pen, il faisait trop fion pour la commandant de tour dans la région dans laquelle il était. Ça, c'était pour se former, pour ensuite faire des actes de torture en Algérie. Tu vois, c'est marrant le continuum. C'est dingue. Tu vois, et donc pareil, mais la même chose, hein. On a toujours des avenues Général Leclerc. Faut les enlever, les avenues Général Leclerc. C'était le héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais héros de quoi? Parce qu'il a combattu des nazis? Non. En fait, il a combattu, oui. Mais parce qu'il a combattu pour une France impérialiste coloniale, qui est pas contente que le lead soit récupéré par les nazis. C'est tout. Tu vois, en gros, ce qu'on reproche aux nazis, c'est le lead. C'est le leadership, c'est tout. C'est pas du jeu, vous avez tout pour vous. Ouais. C'est tout. Mais tu sais que et particulièrement par rapport à la question du Moyen-Orient et ses ressources pétrolières, entre autres, hein. Mais bien entendu que c'était ça. Donc après, dès que, hop, on a fini avec les nazillons, bon, à nous maintenant de reprendre le costume des nazis. Voilà, Leclerc, il va faire quoi? Il va aller en Indochine, donc au Vietnam, et puis il va faire des massacres. Voilà. Mais on a toujours avenue Général Leclerc. Non, en fait. Et donc, à tous ceux qui sont furieux, parce que oui, la cancel culture, mais bien sûr qu'on va te canceliser. On va canceliser tes darons, tes grands darons, ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, mon père, à son arme, Jamel, qui dit ça, y était le 17 octobre. Paris? Ouais. Il a fini en prison ce soir-là. Il nous en a jamais parlé. C'est ma mère qui nous l'a dit après sa mort. Il ne voulait pas, en tant que natif français, que nous soyons haineux envers la France. T'as vu? Ah non, mais les gens sont tellement... Hein. Mais oui. Mais d'ailleurs, petit message à tous ceux qui disent c'est du passé. Hein, arrêtez de nous parler de la colonisation. Ouais, c'est du passé, vachement. Vachement. Mais vraiment, vachement. Donc déjà, c'est quelque chose qui continue. Ouais. Et donc l'enjeu, c'est de comprendre en fait que le pouvoir légitime toutes ses fins et se donnera tous les moyens de ses fins. C'est ça la nature même du pouvoir. Tu vois, quand tu regardes par exemple, regarde, c'est super intéressant. Ouais. Quand on parle même de résistance, tu sais qu'Hitler, au sein même de l'armée et de la police allemande, qui n'était pas nazi, parce que faut pas trop confondre les choses en réalité, contrairement à ce qu'on pense, hein, justement. 22 tentatives d'assassinat. Ouais, ça c'est un truc de ouf. 22, et ça vient de la haute société, hein. C'est pas... la bourgeoisie, tout ça. Alors moi, j'attends encore hein, les tentatives d'assassinat contre Biblis, hein, mais bon... Ouais. Ça a pas l'air d'être trop leur délire. Ça a pas l'air de trop les secouer, hein, en fait. Ouais. Tu vois, donc... Non, parce que c'est grâce à la paix, aux manifestations, qu'on va réussir à faire pencher la balance. Voilà. Faisons un sit-in. Faisons un sitting. Ouais, sûrement, je pense que c'est bien. C'est une pétition aussi. Les gars, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Parce que en ce moment, je me renseigne beaucoup, tu vois. C'est bien qu'on parle de l'Algérie et de son indépendance et de ce qui s'est passé le 17 octobre, parce qu'au final, ils manifestaient. Et ils se sont retrouvés... à se faire tabasser et pour certains morts noyés, tués. Et puis ça, c'est pas fini tout de suite parce qu'on a eu même Malek Oussekine qui est 20 ans après. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Tout à fait. Une vingtaine d'années après. Tout à fait. Donc, ça prouve bien que parce que ce qu'on appelait les ratonnades, etc. C'est les voltigeurs, là. Bien sûr. À deux sur une moto, il y en a un qui conduit et l'autre qui matraque. Et on invente ça, on remet ça pour les gilets jaunes. Oh, c'est marrant. Ouais, c'est une dinguerie. Drôle, hein. En fait, je pense que là, ce que vous avez compris, ce qu'on essaye de dire, c'est que même si les mots ont changé, les faits sont les mêmes. Même si effectivement, on n'appelle plus ça voltigeur, ou alors on n'appelle plus ça le nazisme, ou alors on n'appelle plus ça le Vichy, etc. Enfin, constater que c'est des schémas qui se reproduisent. Et comme maintenant on a une matrice, on a des jurisprudences, en fait, c'est pour ça qu'on laisse plus passer et qu'il ne faut pas laisser passer. Et même si on dit oui, mais c'est parce qu'en face, les manifestants, ils devenaient violents, machin, ils disaient la même chose avant, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est là, c'est la brave M, et c'est exactement la même chose que Voltigeur. D'ailleurs, les CRS, hein, c'est Pétain, hein, c'est pétainiste, hein, c'est Pétain qui l'invente. Hein. Je connaissais pas, moi, CRS 8. Alors, pourquoi ils sont allés jusqu'à ce chiffre-là? S'il y en a qui sont experts, dites-nous. Mais tout ça pour dire que
Parce que je vois qu'en ce moment, Canard Réfractaire, ils sont chauds sur la Martinique et ils arrêtent pas de dire. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Pensez-y, les gars, en France, en métropole. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Pensez-y dans l'Hexagone. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils arrêtent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ultra important de savoir d'où on vient pour savoir où on va, je pense. Et là, on a de quoi s'appuyer pour se dire en fait, la situation, elle ne va pas du tout. Et on a hérité de ces situations coloniales ou ségrégationnistes, ne serait-ce que la police. Hamza pourra nous en toucher 2 mots. La police telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle doit son héritage justement à Papon. Et puis même à l'impérialisme colonial. À la base, son mode de fonctionnement est basé sur ce qu'on appelle une militarisation des sociétés coloniales. Mais c'est ouf ça, parce que tu m'avais même dit qu'il y avait un gars qui était appelé, je sais plus, le bourreau de je sais plus quoi, qui avait opéré à Saint-Domingue avant tout à fait. Haïti. Tout à fait, exactement. Il était tellement dégueulasse qu'ils lui ont dit bon le gars, calme-toi et on va te foutre en France. Par exemple, la plupart des tortionnaires en Algérie, quand ils sont dû se barrer, parce que grâce à la brave résistance, on les a mis officiers de police. Et ils ont dit, et c'est eux qui ont dirigé. Ils n'ont pas eu besoin de répondre de leurs actes. Mais c'était même pas envisageable. On les a tous mis, mais tu sais, la bande à Pasqua et tout ça, mais on sait tous leur passé trouble, Ces gens chelous là, mais on le sait tous, en fait. Tous ces gens qui ont une sorte d'accent qu'on dit du Sud, mais qui est beaucoup plus du pied noir, en fait. Et qui, en fait, ce sont juste des administrateurs coloniaux. Et ils ont calqué. Et c'est pour ça que c'est très important. Et il y a une notion que Foucault développe très très bien, parce que pour moi, elle est extrêmement pertinente. La question de la colonialité du pouvoir. J'ai déjà dit, la colonialité du pouvoir. C'est pour ça que même certains pouvaient se poser des questions, même si je peux être critique, même sur les pays du Maghreb. De toute façon, c'est une rigueur intellectuelle que je m'impose d'être un insatisfait permanent. Parce que sinon, ça sert à rien, en fait. Sinon, on s'endort et puis on se dit, tout est merveilleux. Et le truc, c'est que, en réalité, les Algériens eux-mêmes l'ont constaté, tu te souviens, quand on y était. Mais ils le savent qu'il y a précisément encore la colonialité du pouvoir. Et que je trouve ça très triste quand j'entends quelques Algériens, je pense pas que ce soit du tout majoritaire, qui notre gouvernement il est parfait. Non, en fait, arrêtez de dire ça. Vraiment, vous ne rendez ni service à votre pays, ni service à l'histoire et au sacrifice de vos parents et de vos aïeux. Mais non, on n'a pas lutté pour une indépendance pour arriver à ça. Ouais, totalement. À être une sorte de semi-pays. Quand je dis semi-pays, parce que c'est précisément relatif à l'immensité de la puissance possible de l'Algérie. Et je prends que l'Algérie. C'est-à-dire que, au vu de ses ressources matérielles, etc., et au vu de sa population, vivante et vibrante de fou, mais qui en réalité n'a besoin que d'une seule chose, d'une authentique et réelle liberté, parce que ça coule dans ses veines depuis des siècles et même des millénaires, pour pouvoir s'exprimer et déployer tous les possibles. Parce que la vérité, quand tu vois ce que des Algériens sont capables de faire, je parle vraiment des choses bonnes, parce qu'on a du mal à l'associer à quelque chose de bien, parce qu'on le dit très peu. On a du mal un petit peu à dire ça. Eh bien, lorsque des Algériens et des Algériennes arrivent à faire des trucs magnifiques, malgré tous les obstacles, les contraintes, les difficultés, etc., et les accidents, etc., mais tout, tu dis, mais alors si on déverrouillait plus de choses, on leur octroyait plus de moyens, mais le monde, mais je rigole pas, c'est en fait l'avenir de l'Algérie est l'avenir du monde. Le changement de régime, le changement des possibles, le changement du quotidien pour les Algériens coïncidera à un changement du monde, mais vraiment. Mais je pèse plus que mes mots, mais vraiment. Et ça, ceci est tellement vrai que c'est pour ça que la situation est actuellement ainsi. Et que quand on a parlé avec beaucoup des personnes là-bas, nous disant leur dépit par rapport au Hirak, etc., c'est que, mais je le dis, je le répéterai, je le répéterai jamais assez, jusqu'à ce qu'on me donne tort, et j'attends que ce moment-là, mais il faut un Hirak 2, qui sera certainement d'une autre manière. Hirak phase 1, et les gars, phase 2. Dites-vous une chose, quand un truc ne fonctionne pas, ça veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que c'était pas assez. Ça veut dire que c'était pas suffisant, c'est tout. Demandez à n'importe quel sportif, à n'importe quel artiste, à n'importe quel ingénieur, à n'importe quel inventeur. On se dit pas. Personne s'arrête au premier oui, ouais. Jamais. Bien sûr. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est vrai que il y a cet héritage colonial.
c'est même parfois déplacé de parler d'héritage dans le sens où, mais en fait, il est toujours là. C'est parce que c'est une réalité coloniale. Et que, comme je le répéterai jamais assez, le pouvoir par nature est colonial. Et que lorsqu'on l'observe à l'étranger, ben, il est une expression tout autant vulgaire et tout autant ignoble de ce qu'il fait déjà en intime, en intérieur. Et quand je fais parfaitement le continuum entre la violence conjugale, les VSS et le pouvoir, je suis sérieux et rigoureux. Parce que c'est le même principe et le même procédé. Qu'une seule personne estime avoir un droit sur une autre pour on ne sait quelle raison, c'est inacceptable de manière absolue. C'est tout, de manière absolue. Donc ce qu'on refuse pour un couple, on le refuse pour un peuple. Et c'est pas parce qu'il y a 10 pécos qui sont là qui disent non mais nous on sait, nous on a les diplômes, nous on a l'héritage, nous on a le sang bleu, etc. Crevez! Vous ne savez rien, vous ne servez rien et vous nous amenez même dans les pires situations. Et quand on commence à griller votre arnaque, vous nous réprimez en plus. Parce que c'est ça qui se passe. À la limite, s'ils étaient mignons, descendants, ça serait eux les descendants. Je suis pas content. Mais si à la limite c'était ça, on s'en amuserait. Mais oui, papy, c'est pas grave, vas-y, ferme ta gueule. Mais là non, t'as le malheur de dire Macron, dégage, on te crève les yeux. Mais faut se rendre compte quand même. Mais tu te rends compte quand même de toucher l'intégrité des gens? Non, c'est une dingue. C'est pareil quand on touche dans tes biens. Ouais, on a décidé de faire un avis de tiers détenteur, on a décidé de prendre vos biens. Mais tu fais quoi là? Ouais, tu penses que je me suis amusé à faire des claquettes pour avoir ça? Ouais. Tu penses que c'est normal? Mais tu comprends parce que tu sais dans les cas par exemple dans les cas majoritaires des violences conjugales, tu sais les mecs qui prennent tous les biens et qui font que leur épouse ne peut rien toucher. C'est vrai. Et je maintiens et je suis catégorique. Ce parallèle n'est même pas un parallèle, c'est un continuum. Et donc c'est même mon message là-dessus. Vous voulez lutter contre les VSS, va falloir lutter contre le pouvoir. Vous voulez lutter contre le pouvoir, va falloir lutter contre les VSS. Ah, c'est compliqué? Oui, c'est compliqué, mais c'est absolument pas impossible. Mais ça commence déjà par une prise de conscience. Il faut annihiler en chacun d'entre nous la moindre volonté ignoble de pouvoir. Le iota de désir de dominer l'autre, d'une manière ou d'une autre. Il faut la supprimer, il faut un nivellement. Il faut, comme quand on tond la pelouse, il faut tondre tout ça dans votre tête. Là. On est pareil comme les dents d'un peigne ancien. On est pareil comme une moquette. On est pareil, on nivelle tout. Il faut qu'à un certain instant, lorsque tu considères que tu as du savoir ou de la thune ou des compétences ou de l'aura ou du réseau, tout ce que tu as en plus ou que tu as beaucoup ou que tu as en abondance t'oblige, te responsabilise. Ni plus ni moins. Ça te responsabilise. Et la vérité, c'est pour ça que le pouvoir est en lui-même mauvais. Parce qu'il n'est que jouissance. Et il n'est absolument pas responsabilité. Et tu le vois. Regarde Bruno Le Maire, il s'est amusé. Il a fait un livre dégueulasse, aussi dégueulasse que lui. Il est là comme ça. Mais t'imagines, il rentre dans son bureau, il fait un froid de gueule, disons ici. Mais si on te pétait les genoux, t'auras encore froid ou pas? Je sais pas, hein, je me pose la question. T'auras peut-être des rhumatismes, peut-être que ça te fera un peu du bien. On verra. Hein, ouais, il a vraiment dit ça, putain. Mais littéralement. Parce qu'il s'amuse, il en a rien à carrer. Il est en train de voir, lui, il se pose dans son bureau, il regarde tous ses différents comptes. Qu'est-ce que je touche? Oh là là, ah, je me mets bien. Je vais rester ministre combien de temps? Ah bah je sais pas. Quoi? On m'a dit que je dois faire une déclaration de presse, qu'est-ce que je dois dire? Hein? Je nique les Français. Non, oui, on va faire un nouvel impôt. Ok, très bien. Mais c'est tout en fait. Mais non, mais est-ce que les gens... Je pense que les gens se rendent compte. Je pense que c'est pas moi qui le rapporte. Les gens se rendent compte. Les gens le savent. Mais la réalité est là, et c'est pas que lui, tous ils font ça. Et c'est pour ça que oui, il y a un vrai problème quand on parle de la question, parce que j'ai vu un magnifique post qui a été fait sur Twitter de Cerveau non disponible, excellent groupe, excellent compte sur Twitter, etc. Qui a attendu la vague de l'émotion, etc. sur le vote. Voter c'est important, il faut bloquer le Front National. Bon, en gros ils ont dit, ça va les gars, on peut en parler un petit peu de ça sert à rien, que c'est quand même un peu bizarre la digue de on fait un barrage qui finalement ne barrage rien du tout en fait. Il ne barre rien du tout. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de dire vous êtes tous des cons d'avoir voté. C'est même pas ça qu'on est en train de dire. C'est qu'on est en train de dire bon, quand même. Par contre, on a fait une fois, on a fait 2 fois, on a fait 3 fois. Donc je dis pas qu'on abandonne, au contraire. Je dis peut-être qu'on essaie autre chose.
Totalement. Peut-être qu'il y a d'autres formules, peut-être qu'il y a d'autres idées. Peut-être que là, votre truc, il marche plus, là, je crois. Je regardais les piles, je crois que... c'est quand même bizarre, hein. Ça commence à devenir gênant. Et donc, à un moment donné, là, ce qu'on se dit... Et puis, attention, il y a effectivement une forme de facilité à faire des raccourcis de solutions. Ah ben, c'est tout cramé, c'est la solution. Bah non, en soi, c'est pas une solution. Parce que ça veut rien dire, d'ailleurs, dans l'absolu. Et pareil... Certains pourraient être tentés de dire à nos frères et sœurs algériens « Ouais, faudrait tout cramer ». Ça aussi, super facile à dire, tu vois. Mais en fait, non. Évidemment que c'est complexe. Mais une chose complexe ne signifie pas impossible. C'est même le contraire. C'est même le contraire. Et là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à la question de l'intelligence collective. Et c'est pour ça que, comme je te disais, en fait, pourquoi je reprends cette rhétorique ? Pourquoi j'insiste sur ce continuum VSS, pouvoir ? Parce que quand le problème, comme le disait Descartes, et ça ne vient pas de lui, ça vient de Farabi, quand il dit qu'il faut décomposer, quand tu es face à un problème que tu trouves compliqué et insoluble quasiment, il faut le décomposer en plusieurs problèmes inférieurs, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau de problème qui soit acceptable. C'est ce qu'on fait en mathématiques, etc. Tu vois ? En gros, c'est simple. Si tu as une grosse maison à gérer et que c'est trop compliqué, d'abord commence par voir une pièce. Et si même la pièce est compliquée, regarde une partie de la pièce. Logique. Tu vois, ça semble logique. Mais des fois, on l'oublie. On l'oublie assez souvent. Là, c'est la même chose. Tout de suite, si je vous dis, le pouvoir, faut lui défoncer sa race, à un moment donné, tu fais, le gouvernement, CRS, police, ONU, tout ce que tu veux, l'OTAN et tout. Bon. Revenons à la petite dimension. Et c'est là que tu vois que c'est à la fois simple, mais compliqué. Comment je fais pour régler le problème d'un homme qui fout la misère à une femme ? Et là, tu vois, comment ça va ? Tu vas voir un truc. Peut-être qu'il faudrait que les hommes arrêtent de faire semblant de pas remarquer, de faire semblant de pas voir, de faire semblant de pas être concernés, de faire semblant de pas faire trop la même chose, de faire semblant que c'est pas si grave que ça, ou même de croire que c'est pas si grave. Et tu vois ou pas ? Tout ça, en fait, rien que ça. Mais rien que ça. En fait, il faut isoler le criminel, il faut isoler le fauteur de troubles, il faut isoler le parasite de pouvoir. Et de dire, quoi ? Non mais attends, pourquoi tu parles comme ça à ta femme ? Tu sais, il raccroche. Tu parlais à qui là ? Ouais, c'est ma femme. Elle fait... Mais pourquoi tu parles comme ça ? Mais oui, non mais, est-ce que ce type de conversation existe ? Tu vois ? Mais depuis quand tu parles comme ça à ton épouse ? T'es pas bien ? Mais, évidemment, au début, il va dire, je t'emmerde, je parle comme je veux. En fait, non. En fait, non. Non, tu parles pas comme tu veux. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te taper ? Ouais, pas de problème. Viens, on va se retrouver dans le parking. Aucun souci. Ah, ça, avec un grand plaisir, si tu veux. Et je suis chaud, je vais pas me fatiguer. T'inquiète pas. Et ramène des potes si t'as envie. Comme ça, je peux leur faire l'éducation, je peux faire une classe. Je fais une classroom. Hop. J'ai perdu un pote, moi, à cause de ça. Comment ? D'avoir pointé du doigt que c'était bizarre ce qui se passait. Tu vois ? Ouais. Non, mais tu sais que même ce que tu m'avais rapporté par rapport à l'affaire dont tu as parlé, mais moi, honnêtement, je suis dans une sorte de gradation. J'essaie de contrôler l'émotion, mais un gars commence à dire oui, si jamais tu me fais pas ça, machin, ou un jour tu finiras bien dans mon lit. Mais vraiment, pardon, mais parce que je suis quelqu'un de très courtois et de très précieux même dans mon langage. Mais par contre, non, en mode Kaira, là, quand il y a... Non, je dis, mais je te défonce ta grand-mère, mais vraiment, mais tu sais pas ce que je vais te faire, en fait. Hein. Totalement. Et en fait, c'est indispensable. Parce que, comme on dit, c'est en abattant tous les petits pouvoirs que le pouvoir principal s'effondre. Parce qu'en fait, tout pouvoir qui s'impose dans un pays a des piliers qui s'insèrent et s'infiltrent dans l'ensemble des sphères de la société. Donc pour déstabiliser les piliers, il faut y aller à notre niveau. Ouais, c'est ça. C'est la technique du bûcheron. Il faut que je te pète tes genoux. Et tu vois, merci beaucoup parce que je pensais pas qu'on allait atterrir sur ça. Et souvent, les gens nous disent ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, etc. Et en fait, comme le dit Afawan, faites ce que vous pouvez déjà dans votre champ d'action. Et parfois, il faut pas voir le problème dans sa grandeur, mais plutôt, comme tu l'as dit, l'isoler dans sa petitesse. Si même vous, par exemple, un truc tout con, au boulot, parce que j'ai vu que dans le chat, il y en avait qui parlaient. Au boulot, il y en a qui exercent justement. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent l'organigramme d'une boîte avec une déposition sociale dominante. Tu sais, ils se disent, parce que je suis au-dessus de toi dans le taf, je suis au-dessus de toi dans tout. Et t'es plus con que moi. Et voilà. Mais en fait, remettre en place déjà à ce niveau-là. J'appelle à l'irrespect des hiérarchies des entreprises. Ouais, je dis bien l'irrespect. Voilà. Ouais. En gros, pourquoi t'es en retard ? Que ça peut te foutre ?
Je vais suivre mes objectifs. Je vais conclure cet épisode avec cette phrase de Soufiane qui dit: pour atteindre le cerveau de la pieuvre, il faut lui prendre les tentacules. Ouais. C'est bien. Pas mal. C'est pas mal du tout. Et pas mal du tout. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur cet épisode de CKR. Toujours un plaisir d'être avec toi, Dr H. Merci beaucoup. Toujours, merci à toi. Merci au chat, merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, sur les plateformes. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore noté les podcasts, 5 étoiles, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de checker nos livres, on les a, c'est vrai qu'on a fait longtemps qu'on n'a pas parlé, Fake News et Science Leaks. On a les descriptions sur YouTube si vous voulez les chercher, ou sur mon Linktree, RDV Kevin Razi. On a plein. Merci chef, mon prochain album Inch'Allah, nous dit Soufiane. Bah ouais, ça sera le titre de son album. Et puis on se retrouve avec Gaël sur Twitch ce dimanche, si vous le souhaitez. Pourquoi d'autre, pour parler un peu plus culture, etc. Plutôt pop, plutôt culture. Et en tout cas, merci à vous tous. Et à très très vite. Et vive la révolution. Et vive la révolution.